Yes, sir! Bienvenue à mon 40e épisode d'horreur paranormale et meurtre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Aubert-Côté. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Je suis vraiment content de te recevoir. Merci Mhm. d'avoir accepté mon invitation. Tout le plaisir est pour moi. Je t'appelle Philippe Aubert, Philippe PA. Oh, tu peux m'appeler PA si tu veux. Je te OK. donne la permission. Yes, sir, merci. Mais c'est important. Fait que, dans le fond, si je t'avais invité aujourd'hui, c'était surtout à cause de ton dernier livre qui est sorti, qui est Mhm. Poppy Play, que j'ai ici, que j'ai lu récemment. Premièrement, je voulais te dire bravo, vraiment félicitations. Ça sort de l'ordinaire. Comme je t'ai dit avant qu'on commence à enregistrer, j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant dans le décor de la littérature d'horreur québécoise, d'avoir Mhm. un livre, pas juste d'horreur fantastique, mais d'horreur fantastique queer. C'est quand même audacieux. Ça vient de où, l'idée de vouloir aller dans ce trajet-là? Ben, il y a deux raisons. D'un, je suis moi-même une personne queer et je trouvais que tu sais, moi, durant mon enfance, tu sais, évidemment, toutes les fictions, les films que j'aimais, tu sais, que ce soit horreur ou science-fiction ou autre, sont très hétérocentrés. Et évidemment, tu sais, il y a très peu de personnages queer, tu sais. Quand on en voit des fois, ça va être des pervers et tout, là, tu sais. Moi, un exemple qui me Ouais. vient à l'esprit, c'est dans le Norman roman Bates. Dune de Frank Herbert, le baron Harkonnen, tu sais. Il est très queer, il est gay. Attends, quoi? Le baron Harkonnen, hein, qu'on Pas sûr. voyait dans... c'est dans Dune, Ok. le film. Ok. Un peu... Ok, oui, oui. ouais, ouais, c'est ça, tu sais que Tu parles dans, la dernière version? il y a la dernière version, mais même dans la version de David Lynch, Je il l'ai y avait... pas vu, Ah, ça. ok, c'est ça. Il y avait le baron Harkonnen, tu sais, qui est comme une sorte de méchant, il est énorme, il est boursouflé et tout. Et dans le roman de Frank Herbert, c'est la même chose, là. C'est un personnage énorme, tellement obèse, c'est qu'il a besoin d'un appareil antigravité pour tu sais, se déplacer, là. Puis il est croche, il est comploteur, mais évidemment, il est gay, il est à tout, il n'y a pas de limite, tu sais. Tellement que ça en est ridicule, tu sais. Mais ça a été écrit il y a longtemps aussi, là. Il y a longtemps. C'était une autre époque, tu Ouais. sais. Donc, tu sais, on n'avait pas donc des personnages queer positifs. Et à un moment donné, je me dis, ben, ce serait bien des fois d'avoir des personnages queer qui ne soient pas les victimes ou les méchants nécessairement. Quoique des fois, on aime les méchants, les films d'art, là, ça dépend. Là, il y a des méchants intéressants. Mais donc, de mettre en scène des personnages queer qui sont les héros puis qui se retrouvent à affronter des événements surnaturels, horrifiques, au même titre que les personnages hétéros, je trouvais ça intéressant. Tu sais. C'est une façon de dire aux personnes queer, ben regardez, vous êtes assez cool pour être les héros d'un film d'horreur et survivre. Ouais. Mais c'est pour ça que je Il y trouve a ça ça. audacieux. Mais je pense que ça va avec l'actualité aussi, là. Exact. Là, tu sais, il y a eu toute une réflexion pour plus de visibilité et de diversité dans les écrits, dans la fiction, tu sais, que ce soit au cinéma ou dans les livres. Et il y a des bonnes raisons éthiques de faire ça, tu sais, pour le bien-être du public, mais même juste d'un point de vue artistique, de créativité, et puis pour être plausible, je trouve que c'est une démarche qui vaut la peine d'être faite. Parce que souvent, dans beaucoup de films, hein, là, je pense aux films d'horreur, mais dans d'autres aussi, tu sais, il va toujours avoir il va surtout avoir des personnages qui sont blancs, hétéros, tu sais, hommes, femmes de même, tu sais. S'il y a des personnages de couleur, bon, des fois, ils vont mourir, tout ça. Mais C'est un peu la règle du film c'est d'horreur. la règle du Le film noir, il d'horreur. va toujours mourir, là. Exact. Là, dans le Knife of the Demon des années 80, hey, mon Dieu, le noir survit à la fin, c'est comme, wow, c'est une révolution, tu sais. Mais je disais des fois aux gens, mais je leur suggère de faire un petit exercice, l'exercice du métro. T'sais, vous prenez le métro de Montréal, puis là, avec votre cellulaire, discrètement, vous prenez une photo du wagon, tu sais, vous effacerez la photo après, évidemment, puis dénombrez la diversité des gens que sur la photo. Vous allez avoir des hommes, des femmes, vous allez avoir des blancs, des noirs, des arabes, des asiatiques, toutes sortes d'ethnies. Vous allez avoir des gens que manifestement sont non-binaires ou autres, tu sais. Bon, donc, et là, imaginez que le métro tombe en panne puis que des zombies qui attaquent. Puis que là, tout le monde qui est dans le métro doit repousser des zombies. Alors, est-ce que ça devient plausible d'avoir une histoire où il y a juste des beaux gars blancs puis des belles femmes blanches à l'américaine qui vont lutter contre les zombies? Mais non. Si ça arrivait dans la vraie vie, il y aurait la diversité. Mais pourquoi, sur un plan purement même artistique, ne pas refléter cette diversité-là? Je m'étais déjà posé la question. Donc, ça, c'est une partie de la réponse. L'autre partie de la réponse, dans le cas de Poppy Play, c'est que le Poppy Play a plusieurs sources à l'origine, mais une des sources, c'était un exercice
de création littéraire que je testais pour un atelier OK. qui consiste à écrire une prémisse de départ, puis à la décliner en plusieurs variations qui s'inscrivent dans des sous-genres différents. C'est juste pour être sûr que on ne va pas se limiter à notre impulsion première quand on a une idée. Tu sais, puis moi, j'avais écrit, OK, pour tester l'exercice, j'avais fait un jeune homme essaye le poppy play, tu sais, puis bon, aime ça. Ça, c'était la prémisse de base. Puis là, je l'avais décliné dans, OK, fantastique classique, tu sais. Il fait du poppy play, puis il voit qu'il y a des loups-garous dans l'univers du poppy play. Puis là, je me suis dit, bon, ça c'est facile, c'est classique, je vais essayer de trouver autre chose. Euh, Body horror, ça comme dans les films de David Cronenberg. Mais là, Mhm. j'ai imaginé, oh, il commence à se transformer en poppy play de néoprène vivant, tu sais. OK. Puis là, j'ai dit fantasy. Quand il fait du poppy play, il prend conscience qu'il y a un autre monde qui existe, d'autres créatures, tout ça, avec leurs enjeux et tout ça, mais ça disparaît quand il sort du jeu, tu sais. Ah, là, on commence à avoir autre chose, tu sais. Puis, donc, ainsi de suite. Puis là, à un moment donné, T'as creusé longtemps, j'ai là. creusé. Mais là, en regardant ça, le but, c'est d'arriver à une variation que tu dis, oh, elle m'interpelle assez pour que je la développe en histoire. Puis là, l'idée que j'avais eue, c'était la prémisse, ben, mon personnage fait du poppy play, il prend conscience qu'il y a un autre monde qui existe, et accidentellement, il ramène une bébite de l'autre monde dans notre univers. Et là, le bordel pogne. Là, quand j'ai pensé ça, j'ai dit, OK, là, je sens quelque chose. Puis j'ai quand même retenu dans Poppy Play des bouts de l'autre, l'autre idée, là, qu'il devient une créature d'un néoprène vivant. Il y a une scène onirique où mon personnage s'est fait comme un voyage astral. Il voit puis son esprit comme un Poppy Player de néoprène vivant, justement. Mhm. Donc, j'ai quand même conservé un petit bout de l'autre prémisse, l'autre développement. C'est là que j'ai vraiment senti. Mm. Je sais pas si pour toi Clive Barker était une inspiration, mais tu sais, Mhm. Clive Barker il a créé les démons Oui. BDSM tout en cuir qui viennent d'un autre monde, le plaisir de la souffrance. Je trouve que il y a vraiment, on dirait que ça marche dans ces traces-là. Puis il y a un petit aspect aussi Lovecraftien que j'aime Oui. bien. Moi, moi, je suis un gros fan d'horreur fantastique, puis je trouve qu'H.P. Lovecraft, c'est le meilleur auteur d'horreur fantastique, là. Je Mhm. pense que toute horreur fantastique marche un peu dans ses traces, même si t'en as jamais lu sans le vouloir, là. Mais je sais pas où je m'en allais avec ça. Mais ouais, le Poppy Play, c'est audacieux parce que même si, oui, on s'en va vers la diversité dans les films, les médias, puis c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, le Poppy Play reste quand même très tabou. Puis il y a quand même beaucoup de monde qui juge ça dans Très le grand négativement. public. Il y a beaucoup de monde qui trouve ça juste weird. Puis Mais pourtant, c'est juste une activité libératrice, là. ben, exact. Et même à l'intérieur même de la communauté LGBTQ+, il y a des gens qui sont très fermés à ça, ce qui m'a euh, étonné, tu sais, ou je pourrais dire même étonnamment déçu d'une certaine partie de la population LGBT. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation encore à faire. Parce que pour le Poppy Play, bon, on en voit dans la parade de la fierté, puis leur cortège est toujours joyeux, là, c'est toujours coloré, tout ça. Mais moi, ça faisait longtemps que je savais que ça existait. Tu sais, j'avais vu des images, écoute, là, dans les débuts de l'Internet, tu sais, j'étais déjà tombé sur des photos, des trucs de même. Mais à l'époque, c'était beaucoup associé au BDSM. Puis est-ce que j'ai compris de mes lectures, puis des entrevues que j'ai faites avec des membres de la communauté, c'est qu'au début, c'était essentiellement un jeu qui était compris à l'intérieur de la communauté BDSM, tu sais, où il y a un protagoniste ou un personnage, un être humain, pardon, tu sais, bon, on va comme se déguiser en chien et adopter des comportements de cadavre dans un rapport de domination-soumission, tu sais. Puis il y a d'autres animaux aussi qui peuvent être mis en scène, tu sais, le chat, le cheval, bon, etc., tu sais, même des animaux fantaisistes, tu sais. Mais c'est que ça a un peu évolué, c'est peut-être avec la culture d'Internet, justement, ou une autre génération, que c'est devenu plus une sous-culture. Là, Mhm. c'est pas juste un jeu BDSM, c'est devenu un phénomène, c'est même spirituel un peu, des fois, dans certains aspects, où les gens se créent un personnage un peu persona qui va refléter certaines de leurs caractéristiques ou certaines qualités qu'ils veulent mettre de l'avant. Tu sais, les costumes sont devenus beaucoup plus colorés et moins juste du cuir sombre et noir. Là, c'est devenu comme une expression de quelque chose. Tu sais. Ça me faisait beaucoup penser un peu au mouvement punk. Un peu. Pour ça, Ouais. le masque avec le mohawk bleu. Ben, exact. Tu sais, il y a ça un peu. Puis ça, c'était un trait pour différencier mon Ouais, personnage. mais ça a marché. On Ben, l'imagine bien. bleu, mais je te reviendrai. On parlera des couleurs des personnages. Là. Il y a un petit clin d'œil intéressant là-dessous. Mais donc, il y a un côté,
quand je voyais que c'était devenu comme une sous-culture, tu sais, qui est quand même plus positive. Des fois, c'est même affranchi des jeux BDSM ou sexuels. Tu sais, il y en a que ils vont juste s'habiller comme ça pour faire du social. Tu sais. Et puis, donc, il y a et quand je disais totémique, ben, l'identification à une figure d'un animal qui a des qualités, tout ça, tu sais, là, je trouvais qu'on rejoignait un peu quelque chose de spirituel. Spirituel dans le sens où tous les êtres humains vont chercher à se construire une vision d'eux-mêmes et de leur existence qui fait sens. Mhm. Puis comme les anciennes religions, tu sais, sont plus ou moins en déroute, même si des fois leurs valeurs, leur façon de faire sont encore là, ben ça laisse des fois toutes sortes ça laisse un espace que les gens vont combler comme ils peuvent. Et les Oui. gens aujourd'hui vont bricoler leur propre religion. Les anthropologues l'ont montré. Et je voyais dans le Poppy Play une illustration de ce phénomène-là. Tu sais, on se crée une figure totémique, on l'incarne avec des accessoires et tout, mais après ça, les Poppy se rassemblent en groupe, en une communauté qui fait un sens, qui sont accueillants, qui véhiculent certaines valeurs, une certaine vision de la vie, tu sais, une certaine joie de vivre aussi, de même, et ça les aide à fonctionner et à être bien. Tu sais, donc, c'était fascinant comme phénomène anthropologique. Je me suis dit, il y a sûrement, on en a dans notre communauté, c'est associé à notre communauté. Je me disais, on peut sûrement faire une histoire d'épouvante avec ça, mais pour le faire, évidemment, je ne me suis pas mis à écrire sur la communauté comme ça, parce que c'est sûr que les premières histoires qui seraient venues, ce serait comme, OK, des histoires de BDSM, de sexe, tout ça. Puis je me suis dit, non, je vais aller me renseigner. Donc, oui, j'ai trouvé de la littérature académique, il y avait des recherches très sérieuses là-dessus, mais je suis surtout allé poser des questions aux gens de la communauté. Tu sais, puis ils ont embarqué dans le projet. Là, la majorité sont des lecteurs, des fans d'horreur. Tu sais, ils connaissaient Clive Oui. Barker. Puis certains m'ont dit, hey, une histoire d'horreur avec des populaires comme vedette. Ils m'ont dit, yes, c'est le fun. Ils disaient, hey, tu peux nous massacrer si tu veux. Tu sais, je dis, bon, je vais être plus gentil que ça. Mais ils tripaient, eux autres, là, d'être, hey, on est les vedettes d'une histoire d'horreur. Tu sais. Mais il est temps, Ouais. il est temps, là, parce que c'est vrai que Ben oui. la communauté queer, il y a beaucoup de fans d'horreur dans la communauté queer. Mm, Puis, tu sais, moi, je suis un gros fan des mm, Universal Monsters, puis je trouve que c'est facile en tant que personne queer de s'identifier dans ces monstres-là. Le exact. monstre de Frankenstein, tu sais, il est mal compris, tout le monde le pourchasse, il est rejeté, puis c'est pour ça qu'il devient agressif, tu sais. Ça, c'est un des monstres queer par excellence. Mais oui. C'est drôle parce que Puis James Well, qui était queer Ben oui. bien avant l'époque que C'est c'était drôle parce que 2 acceptable. semaines, j'ai fait une capsule radio à l'heure où la quantité se surlève, qui est animée par Denis Martin Chabot sur Frankenstein, les origines queer de Frankenstein, tout ça. Ouais, mais tu iras écouter, c'est drôle que tu m'en parles. Ok, mais Ouais. ça m'intéresse. C'est quoi, tu dis? Ouais, le côté queer de Frankenstein, parce que, puis là, quand je dis Frankenstein, il y a le docteur puis le monstre, des fois on les confond, là. C'est que, Le tu sais, monstre, écoute, c'est le docteur. le monstre, c'est le docteur, puis des fois, on a fini par mélanger les deux, mais c'est que à l'origine, bon, c'est Mary Shelley qui a écrit ce roman-là. Mary Shelley, dont on va fêter le 175e anniversaire du décès le 1er février prochain. Ok, Donc, c'est la semaine prochaine, ou à peu je près. savais pas. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi de faire une chronique il y a 2 semaines là-dessus. Tu sais, on va fêter cet anniversaire-là. Et c'était une femme qui était queer elle-même, qui était dans un milieu Ah, très ça, je queer. savais pas ça. Oui. Parce que je sais qu'elle avait un mari puis un amant. Je savais pas. Elle a confessé aussi les relations avec une femme. Ok. Mais tu sais, écoute bien, que tu remets dans le contexte de l'époque. Marie Shelley était née, son nom, bon, comment on dit, de jeune femme, c'était Marie Godwin. Tu sais, ses parents, puis écoute, elle est née en 1797, si j'ai bonne mémoire. Tu sais, c'est quand même, quoi, 25-30 ans après la bataille des plaines d'Abraham, là, tu Ok. sais. Ça nous donne que c'était il y a longtemps. Ses parents étaient des gens qui étaient comme modernistes, rebelles, féministes avant l'heure, tout ça. Tu sais, amour libre et tout. Elle a grandi là-dedans. Après ça, elle est tombée amoureuse du poète Percy Shelley, qui était bisexuel dans son premier Il avait mariage. le même nom qu'elle? Non, Ou non, c'est qu'ils se sont mariés c'est après, elle qui a elle a pris pris son son nom, nom, ok. c'est ça. Puis Percy Shelley, ben, euh, était bisexuel, il était marié avec une femme, mais c'était un mariage de convenance, il accueillait souvent des hommes dans leur lit, tout ça, puis bon, ça a fait... Là, il avait peur qu'on découvre tout ça, qu'on prouve son homosexualité cachée, tu sais, puis là, c'était, écoute, passible à peine de mort. Donc, c'est sauvé de l'Angleterre avec Marie Shelley, là, qui était en concubinage, tu sais, scandale à l'époque. Puis là, se sont réfugiés, ils ont voyagé en Europe, puis une année, ils se sont réfugiés en Suisse auprès de Lord Byron, un de leurs Oui, c'est amis, ça, c'était son amant, ça. qui a été un des amants de Shelley, puis c'est un homosexuel, mais sulfureux, lui, qui a écrit des poèmes, tout ça. Donc, il était dans une villa sur les bords du lac Léman en Suisse. Il était là avec la sœur de Mary Shelley,
qui était en vacances. Puis il y avait un autre médecin aussi du nom de Polidori, qui était aussi l'amant de Lord Byron. Puis c'était une relation toxique entre les deux. Et c'était un été, mais pluvieux, en 1816, si j'ai bonne mémoire. C'était un été très pluvieux. Ils s'emmerdaient. Puis ils se sont mis à se lire des histoires de fantômes allemands. Puis Lord Byron a dit, mon Dieu, on serait bon pour imaginer des histoires d'horreur. Tu sais. Là, ils se sont lancés comme défi de chacun d'écrire une histoire d'horreur. Bon, Byron puis Shelley, ça n'a pas donné grand-chose. Il aimait mieux les vers plutôt que la prose. T'sais. Polidori a jeté les bases d'une histoire de vampire qu'elle a inspiré le personnage de Dracula après. T'sais. En fait, il s'est vengé de Lord Byron en faisant un vampire dans son histoire. T'sais. Puis Marie Shelley, ben, elle a eu l'idée, parce que ça parlait beaucoup de science puis de métaphysique. À l'époque, c'était naissant, la science. T'sais. Puis on parlait des expériences de le galvanisme, quand on donnait de l'électricité à des grenouilles mortes, puis ça les faisait bouger. T'sais. Puis là, elle a imaginé l'histoire d'un homme qui fabrique un autre homme. Déjà, là, on commence à être tendancieux, là. Puis il lui donne la vie, tout ça, tu sais. Mais ça n'occupe pas. Puis la créature revient, tu sais, lui demander des comptes, tu sais. Donc, et Frankenstein, le personnage et le monstre naissent donc dans un environnement très queer, avec tout ce monde-là. Mary Shelley elle-même va confesser avoir eu des expériences avec des femmes, tu sais, aussi plus tard, tu sais. Puis de quoi ça nous parle, le roman Frankenstein? C'est vraiment un monstre qui est, euh, qui est seul, qui est rejeté par la société. Tu sais, quand on se remet dans le contexte de l'époque, c'est que là, toute l'Angleterre, l'Europe, c'était la révolution industrielle, c'est la société parfaite dans le monde. Tu sais. Mais Marie Shelley vient nous dire, ouais, mais elle n'est pas tendre envers les laissés pour compte, les miséreux, ceux qui ne fitent pas dans la norme. Tu sais, comme toute la petite gang de queer de Lord Byron et Ouais. compagnie. Tu sais. Donc, il y a un écho, que le monstre de Frankenstein, c'est un écho un petit peu du rejet que les personnes queer ont. Tu sais. Donc, il y a de ça. Frankenstein, le docteur et le monstre sont donc nés dans un contexte queer. Puis après ça, ben, comme tu me l'as dit, tu as eu James Whale, qui est Ouais, un oui. personnage gay Bien avant de lui-même, son temps. Là. bien avant son temps, qui a eu l'idée, on lui a confié de faire un Frankenstein, mais il s'est dit, je ne vais pas en faire un monstre, ce ne sera pas juste l'histoire d'un docteur puni pour avoir défié la loi divine. La loi divine, il s'en foutait, là. Mais il a repris vraiment l'idée, c'est le monstre qui est la victime, puis le docteur n'est pas fin. Tu sais. Ouais. Donc, il a vraiment mis un regard queer aussi. Puis dans La fiancée de Frankenstein, c'est encore Ah, pire. ça, c'est. Je trouve que c'est Oui, un des rares sequels qui est meilleur que le ouais, premier. Là. Je sais pas si tu as vu dans mon corridor, j'ai le poster aussi. oui. Mais puis très queer, celui-là, tu sais. Oui. Parce que tu as le docteur Frankenstein, puis l'autre docteur Dr. Pretorius, Pretorius. qui est une sorte de grande folle. Puis là, les deux hommes s'associent pour créer la femme. Puis la femme, ben, c'est Elsa Lanchester qui l'interprète, qui était aussi très proche des milieux queer. Écoute, elle est coiffée comme une drag queen, Ben oui. puis tout. Puis c'est complètement fou, là. Puis il y a plein de gags cachés dans le film, en tout cas, là. Ils ont berné la censure comme ça se peut pas. T'sais. Donc c'est vrai, comme tu disais, les monstres à Universal, il y a un côté queer, c'est des rejetés, des incompris. Puis tu parlais de Clive Barker tantôt, c'est un peu la même chose aussi. C'est ça qui m'a plu chez cet auteur-là, Mhm. c'est que c'est on parle beaucoup, Clive Barker a fait comme l'éloge, la souffrance, la douleur, tout ça, le BDSM, c'est de la façade. Moi, ce que j'ai toujours retenu de lui, c'est que il est du côté des monstres, ces monstres sont queer et ces monstres ont un point de vue sur la situation, puis ils ont comme un statut d'être qu'on doit respecter. Donc, ça m'a toujours interpellé pour ça. Mais c'est un peu ça comme ton Lord Ouais. Moondreamer. Mm. C'est une entité que, qui a besoin d'être respecté, j'ai l'impression. Tu sais. Si tu manques de respect, il va comme s'en prendre encore plus à toi. Là. C'est comme Mais, un. Faut faut que tu aies une approche respectueuse si tu veux. Comme la fin, en tout cas, je veux pas spoiler la fin. Mais la fin, elle m'a surpris. Puis là, je me demande, il va te faire une suite? Ou tu veux juste qu'on s'imagine qu'est-ce qui arrive après dans notre tête? je suis jamais fermé aux suites, mais il faut avoir des maudites bonnes idées. Ouais. La fin de Poppy Play, c'est une fin ouverte. Euh, c'est une fin ouverte. Elle laisse pas de questions en suspens parce que bon, l'intrigue principale est résolue. L'épilogue de Poppy Play, c'est ce qu'on appelle dans le jargon technique la période de validation à la fin d'une histoire. Tu sais. On a résolu l'intrigue principale, mais est-ce que l'histoire est bien finie? Y a-t-il autre chose après? Tu sais? Puis la petite postface là, nous fait comprendre aussi le contexte de rédaction du reste du livre parce que c'est le personnage de Cookie Pop qui nous raconte ses aventures. Tu sais? Et là, on comprend, OK, c'est quoi exactement qu'on vient de lire, c'est quoi le contexte. Mais la fin sert aussi à montrer comment le personnage de Cookie Pop a évolué. Parce que le livre commence avec lui qui nous dit que son problème, c'est qu'il y avait un penchant pour les mauvais garçons. Puis que par 3 fois, ils ont Ouais. croisé la route, puis ça lui a nui. Tu sais. Ça nous parle beaucoup de relations toxiques, de la dépendance à ce type de relation-là. Et là, on voit que
Cookie Pop parce que justement, il désirait peut-être la mauvaise personne. Il a Alpha complètement. Shadow. Ouais, Alpha Shadow, tu sais, qui se déguise en Anubis, qui est très séduisant, mais qui a un côté un peu toxique aussi. Ben, en le désirant, il a complètement négligé qu'il avait déjà un peu trouvé ce qui le rendait heureux, sa meute, puis les gens autour de lui. Là, à la fin, il les a perdus, il veut les récupérer, mais ça implique de nouer un autre pacte toxique, tu sais. Mhm. Là, la différence, c'est qu'il est comme équipé pour y faire face. Puis c'est pour ça que j'avais mis la dernière réplique quand vraiment elle est comme étonné que Cookie Pop lui propose un pacte, tu sais, puis lui dit, mon Dieu, les gens dans mon monde ont peur de moi, tu sais, puis tu sais que je peux, comme il dit, te réduire en miettes un jour, puis je peux recommencer le lendemain si tu veux. Écoute, il peut faire ça à répétition s'il veut. Puis il dit, mais pourquoi je te fais pop-up? L'autre lui dit, les mauvais garçons, ça me connaît. C'est comme, je sais que t'es un mauvais garçon, mais je suis capable de dealer avec toi, tu sais. C'est ça que Pop lui dit. Ça nous montre qu'il a évolué. Et en même temps, j'ai l'impression que Moondrema trouverait ça encore plus intéressant d'avoir quelqu'un qui peut lui tenir tête. De lui dire, ah, parce qu'on pourrait imaginer que Moondrema dirait, non, j'aime ça les gens qui ont de la colonne, un truc comme ça, tu sais. En tout cas, c'est laissé à l'imagination du lecteur, mais ça, c'est un scénario possible. C'est une métaphore sur les relations toxiques, un peu. Oui, c'est les bonnes histoires d'horreur, mais les bonnes histoires en général. C'est toutes des métaphores psychologiques. Ils vont avoir ce qu'on appelle un noyau émotionnel. C'est ce qui reste de l'histoire une fois qu'on a enlevé les effets spéciaux, puis tout le reste. Puis c'est un... Euh, Poppy Play nous parle de ça, nous parle de relations toxiques. Et ce qui est intéressant avec le personnage de Cookie Pop, c'est comment que, ben, il a trouvé, au fond, des relations saines autour de lui dans une meute. Il est en relation polyamoureuse envers trois, quatre autres personnes, de façon assez égalitaire, assez ouverte. Il a déjà trouvé ce qu'il veut, mais psychiquement, ses désirs, tout ça, l'attirent vers les mauvais garçons. Puis j'explique aussi d'où ça vient. Ça vient de son premier érotisme, la Ouais. première personne avec qui est tombé amoureux, qui a perdu avec lequel il a perdu sa virginité, qui était Alpha Shadow, justement. Mais ça l'a modelé. Puis des fois, ces premiers érotismes-là vont modeler nos existences, vont nous pousser à répéter des fois les mauvaises relations. Ça, c'est une idée, je sais pas moi qui ai inventé ça. Ça, j'ai pris ça chez Michel Doré, qui est un sociologue de la sexualité qui a écrit des livres très intéressants. Là. Je l'ai cité d'ailleurs dans les remerciements à la fin. Il avait expliqué ce phénomène-là, puis je trouvais que c'était intéressant d'avoir ça comme cœur émotionnel pour mon histoire. C'est-à-dire, au fond, on écarte tous les effets spéciaux dans Poppy Play, puis ça nous parle de quoi? Ça nous parle de l'histoire d'un individu qui recherche toujours le même type de garçon à cause de son premier érotisme, mais que ça l'empêche d'être heureux. Parce que ça ne l'attire pas vers des personnes saines nécessairement. Et c'est tellement fort comme mécanisme que même une fois qu'il a trouvé des personnes saines autour de lui, il ne le voit pas. T'sais. Il veut toujours autre chose, il veut toujours plus. Puis cherche plus loin. Il cherche plus loin. T'sais. Puis c'est un schéma qui est assez universel. On va le retrouver chez les hétéros, chez les personnes queer, Alouette. Là, et je suis sûr que tous ceux qui vont lire ce livre-là, il y a des chances qu'ils vont peut-être voir qu'eux-mêmes ont suivi ce schéma-là, ou je suis sûr qu'ils vont avoir à l'esprit plein de noms de gens qui connaissent, qui sont prisonniers de ce truc-là. Ah ben moi, je t'avoue, je me suis senti visé comme lecteur à de multiples endroits, puis je veux pas dire que je me sens comme Pop Kawaii, que je pense que tu as écrit ça pour moi pour m'envoyer un message. Mais tu sais, ça se passe dans mon environnement, alentour de chez nous, dans le village gay où j'organise des soirées d'humour queer, BDSM. Puis tu sais, le Poppy Play aussi, je suis un peu... je suis en train de m'ancrer là-dedans parce que la soirée que j'organise, des fois, on a des Poppy Players qui viennent voir le show. On a déjà eu des Poppy Players qui se font attacher pour le show. Ça... c'est ma blonde qui m'a acheté ça pour faire du Poppy Play. Si, c'est parce que je pratique pour mon show qui s'en vient, puis c'est un props pour le show que je vais faire. Sinon, juste le Anubis sur la couverture, ça m'a frappé. Je t'ai montré mon obsession un peu pour l'Égypte antique. Mon chien aussi qui vient de mourir, que je fais un parallèle avec ça. C'est comme... Je sais pas, j'ai vraiment... je me sens vraiment comme si j'étais ta clientèle cible. Puis, c'est ça, tu parles comme... T'as fait beaucoup de recherches sur le milieu, mais moi, je sens beaucoup l'inspiration spirituelle, mythologique. T'as-tu creusé dans la mythologie dans tes recherches aussi? Pas énormément. J'ai fait exprès aussi.
Je me suis basé sur ce qu'il y avait déjà dans ma tête, parce que j'ai toutes sortes de livres à la maison, puis j'avais déjà lu sur les, le, comment je pourrais dire, parce que j'ai le mot chamanisme qui me vient en tête, mais je n'ai Ouais. pas lu des livres qui ne sont consacrés qu'au chamanisme. Mais j'ai des livres, par exemple, qui parlaient Animus? de ben, les figures animalières dans le sacré, dans l'occultisme, Ouais. tu sais, parce que ça, c'est commun à toutes les cultures à travers le monde. Tu sais. L'humain a toujours eu une relation particulière avec les animaux, tu sais, au niveau symbolique, tu sais, au niveau spirituel. Puis j'ai toujours trouvé ça intéressant. Tu sais, ce côté-là, tu sais, mythologique. Il y a un essai que Boris Cyrulnik avait coordonné, d'ailleurs, une méchante brique sur la relation. Tu sais, je pense que c'est la fantastique aventure des humains et des animaux. En tout cas, il faudrait que je regarde. Tu sais. OK. Puis, écoute, c'est fascinant à lire comme écrit. Donc, je m'étais beaucoup intéressé à ça. J'ai un passage aussi, je suis biologiste de formation à la base, puis j'ai passé par la bioéthique. Puis je m'étais aussi beaucoup intéressé à la création des chimères humains-animales OK. au niveau éthique. Il y a eu des fois des expériences ou des résultats assez, disons, intrigants dans le domaine. Tu sais, donc, je n'irai pas plus loin dans cette porte-là. Donc, ça me fascinait. Et quand j'ai préparé Poppy Play, j'avais fait mes petits exercices, comme je te disais, là, la variation fantasy, dont un Poppy Player détecte un autre monde, tout ça. Bien, ça, c'était ma prémisse. Mais en la développant, puis en essayant de l'étoffer pour la rendre plus solide, je me suis dit, quel mécanisme fantastique ou quelle explication fantastique que je pourrais avoir pour expliquer le surnaturel tu sais, dans mon histoire. Puis là, c'est là que j'ai pensé justement, ah, mais les chamans, tout ça, qui se mettaient en état de transe pour Ouais. communiquer avec d'autres esprits, d'autres dimensions. Tu sais, ça, j'avais eu un peu là-dessus. Là, j'ai pensé à ce phénomène-là. La littérature académique, des fois, que je lisais sur le Poppy Play, avait fait un peu de parallèle avec ça parce qu'il y a des mouvements spirituels qui appellent comme les thérianthropes, qui eux disent qu'ils ont vraiment une connexion, une âme d'animal dans un corps humain ou tout ça. Tu sais, donc, toutes sortes de phénomènes anthropologiques comme ça. Mais pour le chamanisme, moi, je me souvenais qu'on disait que les chamans, par toutes sortes de procédés, pouvaient se mettre en état de transe et rentrer en communion avec d'autres mondes. Tu sais. Et là, j'ai dit, oh, j'ai peut-être un mécanisme intéressant parce que il ressortait de mes lectures sur le poppy play que des fois, les poppy players peuvent se mettre en état d'auto-hypnose lors de certains jeux. Et je me suis dit, oh, auto-hypnose, autre état de conscience, et peut-être que quand quelqu'un réussit à s'auto-hypnotiser, qu'il est un homme-chien, mettons, dans le cas présent, ah, peut-être qu'il peut percevoir d'autres entités, au même titre qu'on prête aux chiens la capacité des fois de voir d'autres choses. Tu sais, on dit ça des Ouais. fois des animaux, tu sais, les animaux voient des Ça, il y a un entités. nouveau film qui vient de sortir, Good là-dessus, là. Je Boy, l'ai pas vu encore, là. excellent. Ça doit. Excellent, très bon film, je le recommande, là, le chien, on a juste envie de l'adopter, tout ça. Très bien fait, là. Et moi, je dirais aux spectateurs qui vont le voir, essayez avant de voir ce film-là, de voir un autre film qui s'appelle Le Carnaval des âmes, OK. Ah, qui Carnival est of Souls, ouais, ben The oui, Carnival of les années Souls, 60, là. des années Parce qu'il 60. y a un remake, des années 90 Oubliez-le. vraiment pas bon. Non, oubliez-le. Ça, c'est, mon Dieu, je l'ai vu. C'est signé Wes Craven, mais il l'a juste produit, il a rien fait, Ouais, il là. l'a juste produit, je l'ai vu l'autre fois, puis je suis encore en train de me laver les yeux, là. Donc, non, ça vaut pas Je la l'ai en peine. VHS quelque Ah, part. montre-moi-le pas. Mais la version des années 60, c'est vraiment un bon C'est film. un très bon film et regardez-le avant de voir Good Boy parce que je pense que Good Boy est un hommage à ce film-là. Et même, c'est que dans Good Boy, on voit de façon récurrente que le maître regarde, il y a un film qui passe sur sa télévision. Et donné, on réalise que c'est ce film-là qui OK. passe souvent. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Puis, mais quand moi, j'ai vu le film, puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, ok, c'est le Carnaval des armes. Ah, voilà ce qui se passe dans le film. Là, on comprend mieux le film Good Boy avec ça. C'est un hommage au OK. Carnaval des armes. Je l'ai vu quelques fois. Je Ouais. l'avais vu à Cinémathèque. J'ai le poster en arrière. Il y avait Mhm, Histoire d'horreur. C'était des films d'horreur tout mhm, l'été à Cinémathèque, là. mhm, J'avais été voir ça justement, mais je l'avais déjà vu, mais ça faisait mhm. longtemps. Ça m'avait agréablement rafraîchi la mémoire. C'est vraiment un bon film. Pour cette époque-là, c'est quand même. Fait par un documentariste qui n'avait jamais fait de film d'horreur en plus, puis qu'ils ont quand même réussi à créer une ambiance. Tu sais, je veux dire, la trame sonore, là, mon Dieu, c'est presque de l'ordre d'église. Ça rappelle des fois la trame sonore d'Aurore l'enfant martyr, Ouais. là. Mais ça marche dans ce film-là. Je veux dire, on l'écoute, là, le soir, toute lumière éteinte, puis non, il fait la job, tu sais. Mais pour en venir à Poppy Play, il y avait ça, l'idée que les animaux puissent des fois percevoir d'autres réalités, tout Voir ça. un sixième Un sens. sixième sens, on voit souvent ça dans les histoires d'un film d'horreur. Dans la réalité, on leur prête ce pouvoir-là. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à exploiter là. Là, je me suis dit, un poppy pourrait peut-être, en état d'auto-hypnose, percevoir les mêmes réalités qu'un chien, par exemple.
Mais comme c'est un être humain, peut-être que lui, il a la capacité de ramener des entités. Puis je dis, oh, là, il y a peut-être quelque chose à exploiter. Donc, c'est le mécanisme qui est au centre de ça. Puis cela dit, que l'auto-hypnose peut provoquer des phénomènes surnaturels, c'est quand même aussi un trope dans un tas de films. Tu sais, je pense à, mon Dieu, Quelque part dans le temps avec Christopher Reeves, qui est un film fait en Peut-être que tu me le dis 83, en anglais. Somewhere in Time. Ok. Je l'ai pas vu. Ça a été fait en 83, je crois, d'après une nouvelle de Richard Metzen, qui s'appelait, je pense, le jeune homme, la mort et le temps, où il fait un jeune homme qui s'auto-hypnose pour pouvoir remonter dans le temps pour rencontrer une comédienne dont tu as vu le portrait dans l'hôtel où il résiste, tu sais. Puis ça m'avait frappé à l'époque, là, quand il y a un savant qui explique que oui, on pourrait peut-être remonter dans le temps avec l'auto-hypnose, puis il explique comment, tu sais. J'ai pensé à ce film-là en préparant Poppy Play aussi, le pouvoir de l'auto-hypnose qui fait des phénomènes surnaturels. Dans ce cas-ci, permet la communion avec d'autres sphères de réalité, tu sais. Là, tu parlais de Lovecraft tantôt, Mhm. il y a un peu ça chez Lovecraft aussi, là, je sais pas si tu as déjà vu le film From Ben Beyond. oui. Ben oui. Même chose, hein, le résonateur, la machine qui permet de voir d'autres réalités, tu sais. Ben, j'ai remplacé ça Puis par l'hypnose. dans ça aussi, il y a un personnage qui s'appelle Dr. Pretorius. Pretorius. C'est un bel hommage à Bride of Frankenstein. Exact. Je pense pas que dans parce que lui, il écrivait pas des romans, c'était des short novels, mais je l'ai pas lu From Beyond, mais je pense pas que Dr. Pretorius Non. y est dans son roman. Je pense que ça vient vraiment de Bride of Frankenstein. Bon, ben, la nouvelle est très différente du film, là, C'est sûr, là. ça, Ça se c'est passe pas sûr. des mêmes époques non plus, là. Oui, puis il y avait beaucoup de sexualité bizarre là, dans le film, alors que chez Lovecraft, non, la sexualité sont Non, force mais folle. j'avais vu que la sexualité bizarre dans le film venait quand même de Lovecraft, mais pas de cette histoire-là. Mais OK. ils ont trouvé de quoi dans ses correspondances ou whatever, qu'il y avait des tendances BDSM ou des affaires de même, puis ils ont décidé OK, il faut que je vois ça. d'insérer ça. C'est vrai que comme quelqu'un m'avait déjà dit une fois, il dit ouais, c'est sûr que Cthulhu avec ses tentacules, il dit bah, peut-être quelqu'un a un peu de bonne volonté, il peut faire des choses avec ses tentacules. En tout cas, bon, je pense que les Japonais, hein, dans les mangas, nous montrent souvent des tentacules faire des trucs. Alors bon. Mais tu parles de Mm. Call of Cthulhu. Moi, Mm. il me semble que j'avais lu que l'inspiration de Lovecraft pour écrire ça, c'était une histoire qui s'appelle The Horla. Puis ça revient à ton livre que tu parles des Horla. C'est ça, je trouve. Tu dis que tu n'as pas fait trop de recherches mythologiques, spirituelles, mais je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. Je me demandais, les Horla, est-ce que ça vient d'un- d'une mythologie ancienne ou ça vient vraiment du livre The Horla? Mais le Horla, à l'origine, c'est une nouvelle de Guy de Maupassant. Oui. Tu sais, qui a été adaptée au moins en pièce de théâtre, ça oui, mais il y a un film avec Vincent Price qui a été Ah fait ouais? là-dessus. Ouais. Comment ça s'appelle? The Diary of a Madman en Ah, anglais, je ok, crois. j'ai failli le regarder l'autre jour. Ouais, Je puis c'est l'ai pas ça, regardé. en français, c'est L'étrange histoire du juge Cordier, là. Ok. Très, très bon film, là, de Vincent Price, c'est génial là-dedans, Moi, comme d'habitude. c'est mon acteur d'horreur préféré of all time. Ouais. De ceux qui sont morts. Il était queer aussi. Ah ouais? Ah oui, oui. Ça, ça, j'avais pas ça. On pourra en Il reparler. en parle pas gros dans ce temps-là, mais... Moi, j'ai consacré notre chronique pour l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Ok. Ouais, il y aurait des choses à raconter sur l'ami Vincent. Mais pour le Horla, c'est ça, c'est une nouvelle de Maupassant. Maupassant avait des problèmes de santé mentale. Tu sais, puis il y avait souvent des délires hallucinatoires, dissociation ou autre, tu sais, et puis probablement que le Horla a été inspiré par ces expériences-là. Mais on ne sait pas de lui d'où il avait pigé Ok. le mot Horla. Il y a eu toutes sortes d'analyses là, que j'ai lues à gauche, à droite. Je sais que Maupassant avait un bateau qui a appelé le Horla à un moment Ok. donné. Donc, mais si j'ai employé le terme, c'est pas vraiment en référence à Maupassant. Certains m'ont posé la question, beaucoup m'ont posé la question, mais en fait, c'est que le mot Horla a été repris dans la traduction de Demain les chiens de Clifford Decimac, Ok. qui est un auteur de science-fiction. Donc, c'est toi qui aimes bien les chiens, je pense que tu devrais aimer ce livre-là. C'est une série de nouvelles qui raconte un peu une histoire du futur dans laquelle les chiens finalement se mettent à tout gérer un peu l'humanité, mais c'est fait de façon très intelligente, tu sais. Et c'est qu'il y a un épisode où justement il y a un être interdimensionnel qui passe par notre monde, tu sais, puis que les chiens et les robots détectent, tu sais. Et puis eux, ils surnomment ça les Horlas. Ok. Et je me pense, C'est de là que tu as pris ça pour ton livre. parce que je trouvais que c'était intéressant que le mot Horla avait été repris pour
un Conno- être interdimensionnel ouais. qui venait d'un autre monde de même, Qui avait quand même une connotation au chien. qui avait une connotation au chien, puis que je trouvais que c'est parce que ça renvoyait aussi l'idée, c'est que le horloge chez Maupassant est un être invisible, mais qui fait des manifestations dont on sent la présence par la proprioception. On prête au chien la capacité de voir des entités invisibles d'un autre monde qui seraient là, mais qu'on ne percevrait pas, tu sais. Pour toutes sortes de... On n'aurait pas d'interaction avec eux autres, tu sais. Chez CIMAC, ce genre d'entités-là, on les appelle des horlas aussi, mais je pense que c'est la traduction française qui a choisi le terme. Je OK. pense pas que CIMAC avait employé ce mot-là. J'avais vérifié à un moment donné, puis non, je pense pas qu'il l'avait employé. Mais moi, je trouvais que, comment surnommer des entités dimensionnelles, d'une autre dimension que des chiens verraient? Moi, je me suis mis, j'avais écrit dans mes notes horla comme par défaut, mais le mot finit par s'imposer, puis je me suis dit, ben, il n'y a pas de copyright sur le mot, il a été réemployé dans des traductions, puis comme métaphore des fois pour des êtres invisibles ou des démons intérieurs. Je me suis dit, ben, pourquoi ne pas le reprendre? C'est un peu, parce que c'est comme ça que la grand-mère de Cookie Pop surnommait les êtres d'une autre Ouais, dimension. Donc, c'est logique qu'elle-même, elle aurait pu emprunter le mot, quelque part. tu sais, quelque part de même, sans se soucier, Ça vient d'une ancienne civilisation, des croyances ou quelque mythologiques, chose là. de récent, tu sais. Donc, c'est pour ça que j'ai repris le terme. OK. Donc, il n'y a pas d'inspiration avec Maupassant, mais tu parlais de Lovecraft tantôt. Il y a une petite inspiration avec un des mentors de Lovecraft, Raymond Chambers, OK. qui avait écrit un livre qui s'appelle Le Roi jaune de King in Yellow. C'est un recueil de nouvelles bizarres, puis c'est parce qu'il y a 4 nouvelles qui mettent en scène comme élément récurrent une pièce de théâtre qui s'appelle Le Roi en jaune, puis que tous les gens qui les lisent, la pièce, en tout cas, font peur, ont des frissons, tout ça, puis là, il y a des extraits de la pièce qui sont mentionnés dans les nouvelles. C'est jamais au centre des histoires elles-mêmes. C'est toujours en filigrane comme une présence maléfique, tout ça. Et Lovecraft avait été impressionné par ça, parce que l'idée d'un livre maléfique qui reviendrait comme élément récurrent, puis tiens, il aurait peut-être pigé l'idée du Ouais. Necronomicon, là, tu sais. L'hypothèse, ça serait que Raymond Chambers se serait inspiré d'Oscar Wilde, qui avait fait une pièce qui s'appelle Salomé, et une pièce qui avait été interdite justement en Ah Grande-Bretagne, ouais. ouais, et que les pièces interdites ou sulfureuses en tout cas étaient publiées sous la forme de petits livres jaunes, tu sais. Donc, intituler une pièce de théâtre maudite et interdite, Le Roman jaune, tu sais, c'est peut-être une allusion à Oscar Wilde, autre personnage queer, puis figure marquante du fantastique d'ailleurs, là. Donc, le lien avec Chambers, c'est que dans Le Roi en jaune, dans la pièce de théâtre dont il parle, il est souvent question d'un roi en jaune, puis de lieux bizarres, puis de monstres. Il y a toute une mythologie, un panthéon qu'on nous esquisse sans jamais nous le montrer. Mais juste l'évoquer, ça fait la job, tu sais. Ça, c'est Puis ton cerveau, il fait le travail. il fait le Comme travail. beaucoup de monstres de Lovecraft aussi, c'est ça, là. Exact, dans la suggestion, tout ça. Et j'ai repris le même stratagème pour Poppy Play parce qu'il y a tout un panthéon qui est évoqué. Tu as Lord Moondramer, tu avais Lord QB, il y avait le Baron Zéphyr, la mère Agrippine. Masque blanc, y a-tu un nom? Je m'en rappelle plus, on dirait. C'est Masque blanc, Il tu le surnomme l'appelles? Masque Il Blanc, n'y a, ça pas c'est. de- y a pas de nom. C'est un Non. Horla. Puis en fait, tous les noms qu'on donne à ces créatures-là sont des noms que justement des humains leur ont donnés. Mhm. Donc leur vrai nom serait imprononçable ou différent. Déjà là, c'est l'idée qu'on les a baptisés même avec des noms humains qui sont en plus une approximation, tu sais. Mhm. Mais l'idée donc d'avoir un panthéon qui est esquissé, mais qu'on n'en dit pas trop. On fait juste les évoquer, on a une idée des relations puis de leur rôle. Lord Moondramer, lui, il est actif, tu sais, surtout au crépuscule puis à l'aube. Puis tandis que l'autre, son cousin, le baron Zéphyr, c'est plus le midi et le milieu de la nuit, tu sais. Donc là, on comprend la relation entre les deux, tout ça, mais on n'en sait pas plus. Ouais. Comme dans Le Roi en jaune de Chambers, on n'en sait pas plus, mais on n'a pas besoin d'en savoir plus. Juste quelques petits détails, puis on sait qu'ils sont importants, qu'ils ont certaines relations, qu'ils font certains trucs, mais le reste, on se le construit. Mais c'est que si t'en dis trop, ça, ça brise un peu l'horreur, je trouve, là. Mm. Comme on a peur de l'inconnu, c'est ça. On a peur de qu'est-ce on connaît pas dans le fond de l'eau, on a peur de qu'est-ce qu'on connaît pas dans l'espace. Le cerveau humain va s'imaginer quelque chose de plus épeurant que si tu le décris, tu sais. Dans l'histoire d'horreur, c'est un mécanisme classique, l'exploitation de la peur de l'inconnu. Lovecraft le disait, hein, c'est une des peurs les plus anciennes et les plus fortes de l'humanité. C'est un reliquat de notre évolution, hein. On avait un passé de proie.
Tu sais, quand on était juste des hommes singes et autres, tu sais, on était plus des proies avant de devenir des prédateurs, hein, avant qu'on réussisse à Ouais. maîtriser le feu, puis à éclairer les ténèbres, tu sais. Mais on voit qu'on est biologiquement conçu pour détecter des menaces dans le noir, et même voir des menaces là, il n'y en a pas, parce que c'est plus avantageux que de ne pas détecter une menace quand il y en a une. D'où le fait que des fois, tu sais, dans le noir, on va toujours ressentir qu'il y a quelque chose qui nous guette. Ouais. Ou que du coin de l'œil, on va voir un objet, là, comme tes petits personnages là, effrayants. Là, t'as un Chucky, puis Ouais. un autre en dessous, là, dans la fenêtre. Là. C'est Glenn and Glenda, le fils gender fluid de Chucky. OK? Non, il va falloir que je révise mon Chucky. Ça fait un petit bout de Chucky temps. aussi, c'est très queer. Ah ben oui, très haut. Ben, tu sais, on voit ces petits personnages là, du coin de l'œil, ben, notre cerveau va voir des personnages réels, va voir une menace alors qu'il n'y en a pas. Tu sais. On est conçu pour ça. Tu sais. Et en horreur, c'est un mécanisme intéressant à exploiter. Puis souvent, les Américains, ça, c'est un bon conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans l'horreur. Moi, je dis aux auteurs d'horreur, je dis, si vous avez des monstres à imaginer, ou bon, tout ça, vous, vous devez les connaître sur le bout des doigts. Vous devez connaître comment ils fonctionnent. Vous devez les imaginer, là, comme si on les voyait en pleine lumière, là. Mais vous devez en savoir beaucoup. Mais quand vous le mettez en scène, vous devez choisir, OK, c'est quoi que je montre, puis c'est quoi que je cache. Donc, moi, j'en sais beaucoup plus que ce qui est contenu dans le livre. Tout le panthéon de Lord Montgomery et compagnie, j'en sais beaucoup plus que ce qui est là-dedans. Mais au moment de raconter l'histoire, moi, j'ai choisi ce que je retirais. En laissant juste des zones d'ombre, en disant, ça, j'ai pas besoin de l'expliquer. Le lectorat va combler avec ce qui lui fait le plus peur. Le danger, c'est que si j'explique trop, je surexpose. Puis là, le monstre, on le voit en lumière crue, puis on va voir les zippers, on va voir les ficelles, puis le Made in Japan, tu sais, Ouais. à côté, tu sais. Donc, construisez vos histoires à fond, mais vous en racontez juste une parcelle, juste la pointe de l'iceberg. Ah, c'est vraiment une bonne démarche artistique pour le genre, là. Ouais. J'aime ça. Puis, mais c'est ça, je trouve que tu as exploité quand même beaucoup de différentes mythologies pour alentour du chien. Tu sais, mais on Mhm. retrouve avec Anubis, c'est la mythologie de l'Égypte ancienne. On retrouve aussi l'animisme, le chamanisme animiste amérindien avec les chamans qui devenaient des skinwalkers un peu en transe. On retrouve les cerbères qui vient de la Ah ouais. mythologie de la gréco-romaine qui est après ça devenu un des 72 démons de la Goétie. Mhm. Je me demandais, quand on arrive à la fin, l'aiguillon à bétail, pour moi, ça me fait penser à la verge foudroyante dans le Hmm. grimoire du dragon rouge. Je sais pas si c'était voulu. Non, j'aime bien le. Parce que c'est comme un bâton en fourche fait pour contrôler les démons. Puis, en plus, il y a une allusion ouais, en plus aux électrostimulateurs qu'on vend dans les boutiques. Non, ben, enfin, c'est que moi, je cherchais un point faible à mes monstres. OK. C'est bien des fois de prévoir un point faible. Ça en prend un. Ça en prend un, sinon le monstre n'est pas tuable, puis des fois ça devient irritant, là. Dans certains mangas, des fois, tu sais, j'ai exaspéré de certains animés, j'ai dit, il n'est pas tuable, ok, il va tuer par le tuer, le monstre. Bon. Donc, il faut quand même, tout le monde a un point faible, puis il faut toujours en trouver un ben, original, qu'on peut utiliser ou tout ça. Oh. Et là, j'avais imaginé que pour les cerbères, entre autres, puis les autres, c'est que c'est des êtres d'une autre dimension. Même s'ils peuvent comme s'incarner dans nos mondes, ils sont peut-être faits d'une autre matière, un petit peu exotique ou autre. Puis là, je m'étais dit, ben, peut-être que certaines forces électriques peuvent les déranger. Tu sais. Bon, l'électricité, même pour nous, c'est pas très bon pour la santé. Là. Au niveau un éclair de foudre à la 2,21 gigawatts, c'est comme dans Retour vers le futur, puis vous m'en reparlerez là, après, là, c'est pas bon pour la santé. Mais je m'étais dit que pour mes là, ça pourrait peut-être être un point faible. Surtout que les cerbères sont comme faits avec de la chair reconstituée, si je puis dire, Ouais. mais c'est maintenu ensemble par quelle force? Donc j'imaginais des champs électriques ou autres, tu sais. Puis peut-être un bon coup électrique, ça pouvait, là, mais rompre ce champ-là, puis c'est sûr que ça peut les disloquer. Puis on le voit en effet là, dans une scène, tu sais. Puis je m'étais dit, OK, l'électricité. Puis là, je m'étais dit, mais quelle sorte d'électricité? Puis là, j'avais pensé, je cherchais aussi, OK, l'électricité, c'est qu'il fallait des objets courants qui peuvent l'administrer. Puis là, il y a une scène où Cookie Pop, justement, là, quand il rencontre Masque Blanc, tu sais, il sait pas ce qu'il va rencontrer. Puis lui, il attrape justement un électrostimulateur, tu sais, pour plaisir érotique, tu sais. Ouais. Parce que bon, tu peux quand même surprendre quelqu'un avec ça, tu sais, même si c'est contrôlé, là, pour pas qu'il y ait plus d'un certain voltage, tu sais. Puis j'ai dit, tiens, ça va être un truc électrique et
l'idée que c'est un électrostimulateur au début, je me suis dit, ben, c'est parce que c'est un objet courant, puis c'est que ça me permettait de créer une scène où on peut exposer au lectorat la faiblesse. Parce qu'avant que le point faible du monstre soit exploité dans une histoire, c'est bien de me donner un indice qu'il y a un point faible. Tu sais? Comme ça, je peux te couper, mais ça me fait Ouais. penser dans le premier Phantasm. Je sais pas si tu l'as Mhm. vu quand le Tallman il passe à côté du ice cream truck, puis là, tu vois on sent sa faiblesse, mais ils en disent pas plus. Voilà. Ou l'autre exemple classique, tu sais, le Blob, la version de 58 ou le remake de 88. Tu sais, dans les deux films, ben, les protagonistes se cachent dans une chambre froide, puis le Blob essaye de rentrer, puis oups! Non, non, il se retire. Tu sais. Donc, là, c'est un petit indice qu'il n'aime pas le froid. Tu sais, ben, dans la scène où Cookie Pop rencontre Masque Blanc, ben, il y a l'électrostimulateur dans la main, puis c'est parce qu'il ne l'emploie pas comme arme, mais donné, il parle, et puis tu sais, il pense à son ex, puis il se fâche, puis il actionne le truc des fois sans y penser, puis on voit que l'autre n'arrête pas de lui dire tu devrais ranger ça, c'est pas dangereux. Tu sais. Ça passe pour comme, OK, mais il lui dit de faire attention, tout ça. Non, non, c'est parce que Masque Blanc, il a peur que l'autre le touche par accident, puis que ça révèle son point faible. Donc, les Orla n'aiment pas l'électricité. Et bon, je ne dévoilerai pas de punch, mais justement, un protagoniste va employer un aiguillon à bétail, tu sais, parce que c'est beaucoup plus puissant, justement, le voltage. Puis ça, s'il touche un Orla avec ça, c'est encore plus efficace, tu sais. Puis là, j'ai vérifié, ces aiguillons-là, bétail-là, on trouve ça sur Amazon. Oui, j'ai trouvé hier. En as-tu commandé un? Non. Non? OK. Ouais, pas je t'aurais demandé pourquoi tu en as commandé un. Non, ça a peut-être commencé que les stimulateurs de sex shop avant d'acheter Ouais, ça. voilà. Non, mais c'est parce dans le fond, j'ai fini ton livre hier. OK. Puis quand j'ai lu le mot aiguillon à bétail, on dirait que je savais pas c'était quoi. Puis j'étais allé le googler. Puis là, j'ai vu que ça se vendait sur Amazon. C'est ça l'affaire. Puis ben, les amateurs d'aliens vont aussi se rappeler que dans le premier film, on voit ce type de gadget-là, donné, là, quand ils veulent traquer le petit alien. Ils pensent que c'est un petit alien, mais il est devenu gros dans le Nostromo. Le technicien du vaisseau, il met au point une sorte d'aiguillon à bétail pour justement pouvoir l'électrocuter, puis après ça, le balancer dans l'espace. Là. Puis il en fait la démonstration, justement. Là. Donc, il y avait un petit clin d'œil aussi à Alien. OK. Je sais pas si t'as déjà lu le grimoire du dragon rouge. Non, pas. J'ai des livres qui en parlent là, sur la OK. sorcellerie, mais les grimoires, eux-mêmes, je les ai pas lus. OK. Mais le grimoire du dragon rouge, c'est mon Mhm. grimoire préféré, là. C'est le Mhm. livre le plus dark que j'ai jamais lu. Puis justement, ça te parle d'un gros procédé quasiment impossible pour construire, ils appellent ça la verge foudroyante, qui est un peu une genre de grosse OK. baguette magique faite en branche de noisetier avec une pointe fourchue qui sert pendant que tu fais un cercle cabalistique puis que tu invoques un démon pour faire un pacte Hmm. avec lui. Avec cet outil-là, tu peux le foudroyer pour le soumettre à ta volonté en épargnant ton âme. Fait que ça te donne genre OK. tous les pouvoirs de Dieu pour contrôler les démons. Ouais, c'est Puis intéressant. c'est un outil en fourche qui foudroie, qui électrocute. Fait que pour contrôler un démon, fait que ça m'a vraiment fait penser à ça. C'est quand même. Moi, en plus, Verge foudroyante, je l'aurais tourné autrement, évidemment. Ouais. Non, c'est ça, mais non, j'aime bien l'idée. Mais c'est intéressant parce que on peut se poser la question des fois, quand on fait du fantastique ou de l'horreur, est-ce que des fois, à quel point que ça peut être intéressant d'aller piger dans des vieux grimoires, des trucs de même? Puis, parce que Clive Barker, justement, dont on parlait, quand il cherchait une façon pour évoquer les Cénobites, il a pensé, hein, est-ce que je fais un rituel ou des trucs de même? Puis il s'est dit, non, ça va être cliché, je vais essayer d'imaginer un autre truc. Puis là, il a repensé à un cube puzzle que son grand-père lui avait donné, là, qui était un puzzle chinois. Puis il OK. s'est dit, OK, ça va être un cube Rubik. Donc, il en a fait un objet. Donc, ça peut être intéressant des fois de regarder dans ce que les vieux grimoires, en effet, nous racontent, tu sais. Mais des fois, on peut se poser la question comme auteur d'horreur, tu sais, est-ce qu'on essaye de s'éloigner de ça puis de réinventer un truc? Ça peut être un exercice intéressant à faire. Tu sais, parce Hmm. que pour Clive Barker, je pense qu'il s'était posé la question, est-ce que je fais un rituel classique ou j'essaie de trouver autre chose? Puis il dit, je vais essayer pour voir de trouver autre chose. Puis il est arrivé avec l'idée du cube en prenant un objet banal de son enfance. Puis il est arrivé, il a créé un objet iconique comme ça. Mais il me semble que dans le roman, Mm. Frank, au début du roman, Mm. il fait un genre de rituel avec le puzzle box. Il me semble qu'il fait comme une offrande de sperme, puis tout. Ouais, il se prépare des bouteilles, d'urine puis de fuite pour être prêt au cas où que
que les Cénobites là, lui demandent de s'auto-souiller pour prouver son allégeance, un Ouais. truc de même. C'est pas nécessaire à l'apparition des Cénobites, mais c'est vrai qu'ils préparent un rituel comme pour les accueillir. Puis même dans le film, tu vois, il donne une chambre noire avec des Ouais. chandelles alentour, puis tout, puis tout. Mais je trouve, dans le roman, cette scène-là est vraiment plus complexe que dans le film, parce Oui, que dans le roman, tu peux aller dans la tête du personnage, ce que dans un film, on peut pas voir. Puis là, exact. on comprend que c'est beaucoup plus intense comme expérience parce que c'est comme si tous ses sens étaient mélangés en Mhm. même temps. Puis j'ai, je trouve que c'est vraiment un bon C'est roman. une supériorité qu'on a des fois à l'écrit par rapport au film, parce que dans les films, tu vas juste avoir accès à deux sens, la vue puis l'ouïe. Donc, les trois autres, ou six autres, si j'inclus la proprioception, ne sont pas inclus. À l'écrit, on peut se permettre de traduire les six sens en même Ouais. temps. Puis c'est même un exercice d'atelier que des fois j'ai suggéré à mes ateliéristes. C'est quand vous faites une description de livre, là, une description dans un livre, tout ça, là, vous listez les six sens, puis vous vous dites, OK, quel sens est sollicité, puis c'est quoi la lecture du stimuli. Par exemple, la pièce où on se trouve, tu sais, OK, sens de la vue, il y a des murs jaunes, il y a des films, tout ça de même, donc ils sont là, OK. Euh, donc, dans un film, on verrait le visuel. Après ça, on aurait le son, nos voix, tout ça. Bon, on n'a pas accès aux autres, tu sais. Et je vois beaucoup, souvent que les jeunes, quand ils écrivent, les débutants, vont juste euh, décrire ce qu'ils voient puis ce qu'ils entendent. Mais ils ne pensent pas à solliciter les autres, tu sais. Mhm. Alors, moi, je dis aux gens, quand vous écrivez une scène, là, j'ai emprunté et adapté le truc de mon oncle Stephen King, là. Vous notez les Mon six oncle Stephen sens, King. là, parce que c'est lui qui donne les meilleurs conseils que j'ai eus pour faire une description de lieu. Ben, c'est C'est rien que ça, tu sais, ces romans, c'est juste de la description, ben, tu sais, c'est pour ça qu'il fait des 600 c'est pour pages, ça il qu'il fait des décrit tout, tout, 600 tout, pages, tout, tout. mais pour rendre une description vivante, il l'a vraiment, parce qu'il nous dit, puis c'est dans Écriture mémoire d'un métier là, qui donne des exemples. Moi, je vous dis, si vous voulez savoir comment faire une description qui a de l'allure, là, allez lire ces pages-là. C'est les pages les plus brillantes que j'ai lues sur la question. C'est chez mon oncle Stephen King. Puis il dit, moi, puis le truc, le conseil que je donne, je l'ai emprunté et adapté de lui, c'est, moi, au moment de planifier une scène, je me dis, OK, la scène, quand je la décris, éléments visuels, c'est quoi que je peux citer? Les couleurs là, du mur, les vidéos, tout ça, les étagères, l'apparence de la personne devant moi, etc. Bon, après ça, l'ouïe, c'est quoi que j'entends? Bon, ici, c'est très silencieux, mais on pourrait avoir un fluorescent qui bourdonne. Mais après ça, les odeurs. Ah, qu'est-ce que ça sent à l'endroit où on est? Ou le toucher, est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Ou est-ce qu'il y a des vibrations bizarres? Le goût, est-ce que l'air goûte quelque chose? Ça arrive des fois qu'on rentre dans certains endroits, puis même l'air goûte mauvais. Mhm. Puis la proprioception, c'est plus la position des mains par rapport au corps ou le ressenti, est-ce qu'il y a d'autres présences, tout ça. Il y a des personnes, des fois, j'exagère un petit peu la définition de proprioception, là, mes collègues biologistes vont me taper sur les mains, mais là, on parle de littérature ici. Il y a des personnes, des fois, qui rentrent dans une pièce, mon Dieu, on dirait qu'ils remplissent toute la pièce. Il y a Ouais. des fois des gens qui. C'est que leur énergie Il est y a une tellement énergie. grosse, Exact. puis ça peut être autant de la... Si t'es heureux que fâché, il y a Exact. du monde, leur énergie est genre envahissante ou contagieuse, là. Exact. Des fois, ça peut être négatif. Il y a certaines personnes à qui je pense, quand elles sont dans un lieu, hey, c'est bizarre, mais on rentre dans le lieu en question et on se dit, ah, il y a quelque chose de malaisant, de lourd de même, puis les gens sont tous bizarres de même, puis quand la personne part, tu sens la chape de plomb qui s'en va, tu sais. Oui. Moi, je le range à la proprioception. Donc, je dis aux gens, quand vous faites une scène, pensez à tout ça, puis dites-vous, dans tous les stimuli que vous avez notés, c'est lesquels qui sont les plus intéressants, puis vous retenez ceux-là. Par exemple, la pièce où on est, ben, le jaune, je pourrais avoir plein d'éléments visuels, mais le jaune domine. Ouais. Ben, ça, si je le. C'est jaune Vidéotron Blockbuster, c'est ça que je voulais. Ben, tu vois, ça c'est intéressant. Jaune, Vidéotron, Blockbuster. Quelqu'un rentre ici et dit, mon Dieu, c'était le jaune Vidéotron. Il repensa au Blockbuster ou au club Vidéotron quand il était jeune. Donc, tu peux passer par là pour rentrer dans les souvenirs de la personne, tout Mhm. ça. Tu peux tout exploiter ça. Donc, T'as parlé un peu d'ateliers. ouais, Tu donnes des ateliers ou tu suis des ateliers? je Ou... donne des ateliers. Ah, tu donnes des ateliers. Ouais. Parle-moi-en donc. Mais là, en ce moment, c'est un peu sur pause parce qu'il faut que je repense la formule, entre autres. Mais c'est un atelier qui s'appelle l'atelier de minuit, puis que j'ai mis sur pied en 2023 pour l'histoire, en fait. Puis moi, c'est une co-création de moi et de mon conjoint, Francis, parce qu'en 2023,
j'ai fait un été entier à faire des exercices sur l'horreur. Le contexte, c'est que depuis 2019, qu'il y a un roman d'horreur sur lequel je travaille, tout ça, puis que écoute, j'ai fait un gros manuscrit et tout ça, puis bon, puis j'étais pas satisfait, je me disais, non, ça ne marche pas, il y a quelque chose dans la façon d'appréhender l'horreur que je saisis pas, tu sais, que c'est pas comme la science-fiction, c'est pas comme la fantasy, tu sais, genre que j'ai déjà touché. Il me dit, ça marche pas. Puis je dis, il faut que j'aille apprendre. Mais du côté francophone, c'est dur de trouver des écrits qui nous parlent de l'écriture d'horreur, tu sais, bon, pour toutes sortes de raisons. Du côté américain, c'est autre chose, hein. Il y a plein de workshops, d'ateliers, puis de conférences sur le monde de l'horreur, puis de Ouais. guides, tout ça, tu sais. Et là, j'ai trouvé un recueil d'exercices qui était rédigé par un auteur du nom de Tim Wagoner, qui a beaucoup écrit sur l'écriture de l'horreur, tout ça. Et là, il proposait une série d'exercices que, maudit, il répondait à toutes les questions que je me posais. OK. Là, j'ai passé l'été 2023 à ne faire que des exercices, puis à réfléchir au type d'horreur que je voulais faire, puis à apprivoiser le genre. Puis là, j'arrêtais pas de dire à mon conjoint, mon Dieu, mais imagine, là, regarde cet exercice-là comme c'est le fun. Je pourrais le croiser avec tel autre exercice que j'ai déjà fait dans un des ateliers d'Elisabeth von Arbour sur la SF. Puis ça, je pourrais faire telle variation en croisant ça avec, tu sais, telle technique que j'ai inventée pour ma prose. On pourrait faire un nouvel exercice. J'arrêtais pas de lui dire ça. Puis je dis, maudit que ça fait un bel atelier sur l'horreur. Là, après que ça ait fait 15, 20 fois que je lui dis ça, mon chum m'a dit, ben, fais-en donc un atelier sur l'horreur. Pourquoi t'en crées pas un? Tu sais, il n'y en a pas au Québec. Il a dit, ben, c'est-tu une bonne idée? Puis là, j'ai commencé à élaborer ça, puis en 2023, tu sais, je l'ai annoncé, puis la formule qu'on a faite, c'est que ça a été 2 fins de semaine. Puis écoute, j'ai eu du monde, j'ai assez pour faire 2 week-ends pour chaque édition. C'est que la première fin de semaine, c'est qu'on se réunissait, puis là, on ne faisait que des exercices sur l'horreur, puis on se donnait un langage commun. Puis on regardait c'était quoi l'horreur par rapport aux autres genres, puis avec toutes sortes de notions sur l'écriture des récits, tout ça. Donc, on avait le même bagage à la fin de cette première fin de semaine-là. Et ensuite, pendant l'été, tout le monde écrivait une nouvelle. Puis là, on avait une deuxième fin de semaine qu'on a eue. Donc, c'était à l'hiver 2025, il y a un an. Puis là, on avait écrit des nouvelles, tout le monde les avait lues, puis là, on les avait commentées. OK. Et là, OK. c'était c'était un protocole plus classique où là, on prenait un texte, une ronde de commentaires en disant, là, vous devez dire ce qui a marché pour vous et ce qui n'a pas marché pour vous parce que, puis interdit de dire si c'est bon, que c'est pas bon, que c'est mauvais. Vous dites, ça marche pour moi et ceci ne marche pas parce que vous devez avoir une raison. Le but étant en étudiant toutes les nouvelles de cette façon-là, c'est que là, on passait à travers mais tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer dans l'écriture des textes d'horreur. Donc là, les gens sortaient de là équipés pour régler les problèmes de leur propre texte. Parce que là, après ça, en écrivant leur texte, ils pouvaient dire, ah mon Dieu, je rencontre tel problème. Ah, c'est exactement ce que tel autre avait rencontré dans son texte. On l'avait réglé de même, je vais essayer, tout ça. Donc, c'était ça la formule qu'on a faite. Puis là, on est en démarche justement pour pouvoir publier les textes. OK. Donc, j'en dirai pas plus pour le moment, là, tout C'est ça, mais c'est des ateliers en présentiel, en en virtuel? présentiel. Présentiel. Oui, j'ai préféré le présentiel pour la Ben première oui. édition parce qu'on les a tenus à l'UQAM. On a besoin d'un local. Puis écoute, j'ai tellement eu de demandes que j'ai été obligé de faire 2 groupes. Donc, la première fin de semaine, 2 groupes. Donc, finalement, j'ai donné la première fin de semaine 2 fois, puis la deuxième fin de semaine 2 fois aussi, tellement que j'ai eu du monde. Puis là, on avait besoin d'un local pour ça. Tu sais, donc, j'avais loué à l'UQAM. Puis là, c'était plus facile de faire ça en présentiel sans un truc à distance parce qu'avec la technique, ça aurait été compliqué. Puis là, je rodais l'atelier aussi. Mais je pense que le présentiel était plus convivial aussi. Ouais. Puis j'aimerais ça, pouvoir aller le donner à Québec ou tout ça. Mais il faut juste le mettre en place, le planifier, puis le faire connaître. Ce qui est un gros problème aussi, parce que j'ai voulu faire des micros-ateliers aussi, d'une journée qui s'en est chacun un problème. La création des personnages en horreur, comme on fait une scène d'horreur, par exemple. Parce que quand on fait l'atelier long, on voit tous les sujets un petit peu. Ouais. Mais tous ces sujets-là pourraient être creusés par un micro-atelier. Donc, j'ai préparé une série de micro-ateliers aussi. Mais c'est le faire connaître qui est difficile sur les réseaux sociaux. Là. J'avais annoncé des dates. Personne n'a vu passer le truc sur Internet. Puis il y a même des gens qui m'ont dit après, mais maudit, j'ai pas vu ça passer, mais ça m'intéresserait tout ça. Donc, il faut que je pense à comment le faire connaître. Le premier... Moi, ça m'intéresserait pour vrai. Là. OK, bon ben, Moi, je vais te mettre sur la liste. j'ai un roman comment dire ça, en train de se construire. Pendant la pandémie, je suis tombé, j'avais bien du temps, puis j'ai parti bien des projets que, après ça, quand la revie a appris, il y a bien des projets qui ont stallé. Ouais. Mais j'ai un roman là, j'ai comme 85 pages d'écrit.
Puis là, j'ai compris pourquoi j'étais bloqué. Mhm. Fait que là, je suis en train d'appliquer un peu la technique de l'alchimie à ce roman-là, qui est Solvay et Coagula. Fait que là, je suis en train de dissoudre mon œuvre pour tracer le schéma narratif pour après ça savoir où c'est que je m'en vais. Parce que je pense que Mhm. je sais pas ça va être quoi la fin, puis c'est pour ça on dirait que je suis bloqué. Mais je sais pas où c'est que je m'en vais. Puis ça, c'est quelque chose aussi. Je me demandais, quand toi tu écris, tu vas-tu juste improviser ou tu vas avoir un schéma narratif clair pour savoir, OK, là, ce prochain chapitre-là, il faut que ça parle de ça, tu sais, si je veux m'en aller vers ça. Moi, je vais te répondre en deux volets, puis le deuxième volet va être plus intéressant. Moi, comment je fonctionne personnellement, je fais des plans très détaillés. OK, Toutes les scènes sont définies. OK, Et je sais dans chaque scène ce qui va se passer à l'avance. Je sais c'est quoi le personnage point de vue. Puis j'ai même évalué c'est quoi la contribution de la scène. Puis je suis même assuré qu'il y ait un élément, dans le cas de Laurent, un élément horrifique pertinent. Ou si c'est de la SF ou autre chose, ben, est-ce qu'il y a un élément de sense of wonder ou un gadget pour relancer l'attention, tu sais. Donc, c'est des plans très détaillés, tu sais, scène par scène, tout ça, mais pour en arriver là, tu sais, j'ai plusieurs niveaux de plans intermédiaires. J'ai pris des techniques au BDS, entre autres, qui commencent par OK. définir leur album globalement. Après ça, ils découpent page par page, qu'est-ce qui se passe dans chaque page, puis après ça, ben, dans chaque case, tu sais, il faut préparer ça d'avance, tu sais. Je fais la même chose à l'écrit aussi. Je pourrais te montrer, là, des fois, de certains. Je suis en train de terminer le découpage de mon prochain livre que je vais écrire d'ailleurs, là. Donc, moi, c'est très précis ce que je fais. Ça, c'est mon approche. C'est celle qui me convient. Le deuxième volet de ma réponse, c'est qu'en fait, moi, je crois qu'il y a trois approches possibles pour écrire un livre par rapport au plan. Soit vous faites le plan avant, soit vous le faites pendant, soit vous le faites après. Chaque technique va avoir ses avantages mais ses inconvénients. Et elles peuvent fonctionner, toutes les trois, mais il faut juste savoir éviter leurs écueils. Et il faut trouver celle qui te convient et peut-être celle qui convient au récit que tu fais. Ouais. C'est quoi les trois cas de figure? Donc, première approche, faire le plan avant. C'est ce que je fais, c'est ce que beaucoup d'auteurs vont faire. Plan très détaillé, tu sais, Jean-Jacques Pelletier qui fait des romans d'espionnage en fait, écoute, ses plans font presque 300 pages, puis il fait presque des complétés pour arriver au livre, tu sais, donc des cas comme ça. L'avantage avec un plan comme ça, puis que tu prévois ta fin, là, c'est que tu n'as jamais le problème de la page blanche parce que tu sais ce qui s'en vient. Tu sais, des fois, tu vas être trouillé certains matins pour l'écriture, mais il y a des petites techniques pour dérouiller, puis ton premier jet va faire, puis écoute, ça se fait, là. Des fois, là, tu peux pondre en un mois facilement une grosse brique de 500 pages parce que tu n'as jamais d'hésitation ou rien, tu sais. L'inconvénient, c'est qu'il faut jamais oublier que ce plan-là, c'est une carte, puis que la carte et territoire, c'est deux choses différentes. Mhm. Des fois, ça marche sur le plan, ce que tu as prévu, mais quand tu es dans l'intrigue, tu es sur le terrain, oh, il y a des bugs qui peuvent surgir. Meilleur exemple que je peux donner, quand j'ai écrit mon premier roman, qui était de la science-fiction, Le jeu du démiurge, j'avais un beau plan que mon personnage post-humain débarque sur une planète, puis là, il va se mêler d'une prise d'otage, en tout cas, qu'il arrive des trucs, puis bon, la prise d'otage, il fallait qu'il soit là, puis qu'il assiste, parce que ça a des répercussions sur la suite de l'intrigue. Mais là, je buguais, Mhm. pas capable d'écrire la petite scène. Qu'est-ce qui marche pas? C'est le temps des fêtes, je suis fatigué, tout ça, tu sais. Puis une année, je me rasais, là, un matin, puis là, j'allume, parce que mon personnage n'avait aucune raison d'aller se mêler de la prise d'otage. C'était pas dans son caractère. Puis là, j'ai fait Eureka, puis je me suis coupé méchamment avec le rasoir, là, j'en ai envoyé dans le miroir. J'ai dit, il fallait qu'il y ait une motivation. Motivation, l'autre post-humain dont il est amoureux est parmi les otages. Il y a une motivation pour aller s'en mêler. Non seulement la scène que ça a donnée était bien meilleure, était logique, mais en plus, c'est que l'autre post-humain dont mon héros était amoureux, je l'ai mis en sorte qu'il se défend contre des preneurs d'otages, puis il le tue. Et là, on montre que, OK, le post-humain, l'amoureux de mon héros, finalement, est capable de se fâcher puis de tuer quelqu'un. Parce que ce personnage-là, son amoureux, va perdre la raison plus tard. Et là, en remodifiant la scène de même, ça me permettait de montrer qu'il commençait à perdre la raison. Les premiers indices de sa folie se manifestent là, tu sais. C'était pas prévu. Le Mhm. héros, son amoureux n'était pas dans la prise d'otage. Donc, je manquais une occasion, là, mais en reforçant, en réécrivant la scène, en me reforçant à la refaire, non seulement je l'ai rendu plus logique, mais en plus, je l'ai étoffé, puis j'ai ramené des nouveaux sous-angles d'intrigue qui étaient beaucoup plus pertinents. Tu sais. Donc, ça, c'est la première approche. Deuxième approche, tu fais le plan en même temps que tu écris le livre.
C'est la plus hasardeuse. Beaucoup, des fois, de jeunes s'essayent à celle-là, mais ils finissent par s'enliser ou leurs idées vont être clichés. Euh, il y a un auteur qui me vient à l'esprit, encore là, le cas est cité par mon oncle Stephen King, tu sais, qui faisait un peu son plan en même temps qu'il écrivait le livre, c'était Kurt Vonnegut Jr., celui qui a écrit le roman Abattoir 5, qui a été adapté en film aussi, mais un auteur de science-fiction ou roman satirique de même. Lui, il arrivait devant sa machine à écrire le matin, puis bon, aujourd'hui, je fais la page 81-82. Puis il commence à écrire. À la fin de la journée, il y a plusieurs copies de la page 80-82 qui sont roulées en boule puis jetées dans le panier, mais il y a sa version finale. Il les met de côté, puis le lendemain, c'est la page 83-84. Puis une fois qu'il arrive à la fin de son manuscrit, tu pouvais pratiquement prendre le manuscrit de même, puis même pas besoin de le corriger, là, tu pouvais presque le relire. Ça doit être long, 1 à 2 pages par jour. Ben, si tu fais 3 pages par jour, tu peux faire facilement 300 pages en 3 mois. Ouais. Dans le même. Puis peut-être que lui en faisait un peu plus des fois. Mais à la fin, son livre, pas besoin de presque le réécrire, tout ça, il était presque prêt à être tiré tel quel. T'sais. Mais Vonnegut, c'était un cerveau très particulier. T'sais. Donc, cette approche-là, faire le plan en même temps que la rédaction, marche pas avec tout le monde. Là, faut s'en méfier. La troisième approche, faire le plan après. Ça, c'est ce que Stephen King fait. Stephen King, il écrit, il fait son premier jet, et puis il suit ses feelings, il suit ses trips, comme il l'explique de même. T'sais. Après ça, il prend le manuscrit, mais il le retravaille en mot à dire. Il le relit, puis ça marche pas. Ça marche pas. Non, ça coupe ça, coupe ça. Il est capable de mettre la hache dans son manuscrit, puis d'en réécrire des parties entières s'il le faut, même de recommencer à zéro s'il le faut. Et là, après ça, il obtient sa version finale. D'une certaine façon, il fait un peu le plan après. Il lit, il a son manuscrit brut, il dit OK, mon histoire ne marche pas, il faut que je la restructure comme ça, comme ça. Il fait les modifications nécessaires, et là, ça marche. C'est une technique qui marche aussi, mais pour qu'elle fonctionne, il faut que tu sois capable de mettre la hache dans ton manuscrit. Et je connais des auteurs, des fois professionnels, qui disent moi, je n'ai pas besoin de faire de plan, je suis bon, tout ça. Tu sais, Stephen King ne fait pas de plan, tu sais. Bon, deux choses. D'un, t'es pas Stephen King, ma grande, puis ça paraît, tu sais. Puis de deux, on voit que tu te satisfais vite de ton premier jet, et ça, c'est une des pires erreurs qu'un auteur peut faire. Ouais. C'est écrire puis se trouver bon tout de suite. Non. Il faut qu'il soit capable de prendre du recul puis de se remettre en question, là. Souvent, surtout avec l'approche du plan après, c'est que les premières idées qui vont devenir sont des idées clichés. Ah mon Dieu, que là, ça coule, là, je patente, l'intrigue de même, il y a un meurtre, nanana. Mais c'est peut-être l'intrigue du dernier film que tu as vu. Mhm. Puis c'est elle Tu t'en rends même pas tu t'en rends compte. même pas compte. Là. Alors, si tu n'es pas capable de laisser poser ton manuscrit, puis de revoir, puis de dire ah non, c'est le dernier film que j'ai vu, il faut que je change ça, là, tu vas faire de la merde. Ça, c'est sûr. Là. Fait que t'as pas toujours la même démarche, c'est ça que t'es en train de dire. Ça va dépendre. Moi, je préconise la première démarche dans mon cas. Ça évite comme la page blanche et tout ça. Mais ça peut arriver que des récits, des fois, ont des. Poppy Play a été un cas particulier. J'ai fait tout mon plan. Puis normalement, tu sais, j'aurais fait la rédaction à la main, je l'aurais laissé reposer, j'aurais relu, puis j'aurais transcrit tout ça. Mais ce qui est drôle avec ce livre-là, c'est que je faisais des bouts de rédaction en fiévré à la main, puis des fois, je les relisais, puis je les transcrivais au fur et à mesure pour déjà les améliorer, tu sais. Bon, il y avait des échéances, c'était aussi un livre plus court, c'est la collection de mi-temps, tu sais. C'est ça, c'est quoi la collection mi-temps? C'est une collection de novellas. OK. C'est juste des petits livres? C'est juste des petits livres. C'est que là, je n'ai pas les chiffres en tête. Il faudrait aller voir ce qu'il y a du côté américain. Mais c'est parce que du côté francophone, des fois, on dit qu'il y a comme la nouvelle puis le roman. Tu sais, puis, En anglais, un roman, c'est a novel. un novel, en plus. Là, ils vont dire de story, short story, Ouais. novella, novelette, tu sais. Mais c'est que du côté américain, il y a toutes sortes de catégories intermédiaires. Parce que souvent, on nous dit, dans une nouvelle, c'est comme 10 pages, il y a juste une idée ou tout ça, tu sais. Ça fait très vieille règle des 3 unités, là, c'est un peu dépassé. Du côté américain, c'est comme, non, des fois, t'as des nouvelles courtes, t'as des histoires très courtes, t'en as des plus longues, puis t'en as des fois que la novella, qui est comme une nouvelle beaucoup plus longue, mais que la structure, la dynamique ressemble à celle d'un roman, tu sais. Donc, même en essence, Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson peut être vu comme une novella. Ouais. Tu sais, c'est un roman très court, c'est pas gros comme Frankenstein ou Dracula, tu sais, mais de dire que c'est une nouvelle, la structure est plus celle d'un roman. Ouais. Poppy Play, sa structure est plus celle d'un roman. Donc, c'est à peu près la même longueur que Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, moi, je le vois comme un court roman, même si c'est dans une collection de novellas. Mais il y a d'autres ouvrages de la collection de mi-temps que, en lisant, on voit qu'on est beaucoup plus proche d'une novella qui pourrait paraître en revue sans problème. OK.
Donc, c'est ça la distinction. C'est un texte plus court aussi. Donc, c'est pour ça que sa rédaction a été particulière. Mais des fois, je me dis, bon, il y avait peut-être quelque chose de maléfique aussi avec ce livre-là. Je veux dire, j'ai peut-être été en connexion avec Lord Moondreamer. D'ailleurs, ça m'irait bien comme surnom aussi. Lord Moondreamer. Ouais. Mais j'aime ça, tu essaies d'instaurer le mysticisme alentour. Mais c'est pas quelque chose qui est impossible non plus. Moi, mes croyances sont pas ancrées dans le béton, puis je pense qu'on sait rien dans le fond. Ah, mais ça, c'était ce que Socrate disait. Je sais seulement que je ne sais rien. Ouais. Mais je pense que toutes les religions, il y a aucune religion qui a la vérité absolue, mais je pense que toutes les religions cachent une vérité. Mhm. J'aime penser de même, puis je dirais jamais je crois fermement à ces affaires-là, puis je crois pas pantoute à ces affaires-là. Je pense que tout est ouvert, puis j'ai une spiritualité qui est toujours en évolution. Euh, Juste, ça fait combien de temps qu'on roule? Ah, ça fait 1h10? OK. Ah ben, Euh, c'est un peu la théosophie de Madame comment ça s'appelle, Blavatsky, là, que cherchait un petit peu la vérité cachée dans toutes les religions. Là, puis c'est un cas particulier. Là. ouais. Tu devrais. Mais dans Dune de Frank Herbert, dans l'univers, hein, justement, il y a ça. Hein, est-ce que toutes les religions des vérités, ça parle beaucoup des religions, puis il y a des religions comme à la fois réflexion spirituelle, mécanisme de contrôle et autres, tous les aspects. Là. Ouais, ça devrait t'intéresser. C'est dur à lire, mais ça vaut le coup Ah, d'œil. j'aime ça lire des livres qui sont durs à lire, là. J'aime ça lire des très, très anciens livres aussi. On dirait plus tu lis des vieux livres, plus c'est dur à comprendre parce que surtout si tu lis des livres genre médiévaux où ce que les V et les U sont Ah ben inversés, oui, là. c'est d'autres alphabets Ouais. carrément. Là. J'en ai lu. Euh, Si tu retournes jusqu'à l'époque romaine, là, on n'en parle même pas. Sinon, je fais une petite parenthèse. Tu parlais de te Ouais. raser, ça me fait penser à ça. Il y a une couple de fois dans Poppy Play où ce que tu parles. C'est quoi que t'as contre les hommes qui ont des grosses barbes? Les hommes qui ont des grosses barbes. Hein? Tu parles des barbes masculinistes. Ah, là, je me souviens pas, il y a une scène en particulier dans Il y le a deux, livre. trois shots où ce que tu parles de personnages qui ont des barbes puis que c'est toujours genre un mâle toxique ou. Un peu. Ah, c'est peut-être parce que beaucoup de mal alpha qui théorisent sur mal alpha, tu sais, ont vraiment le look bûcheron peut-être. Mais c'est vrai que c'est un trait commun, tu sais, qu'on voit souvent. Ils ont tout le look bûcheron. Puis je veux dire, Mais c'est correct, tu parles mais des hommes barbus qui ont pas de cheveux, fait que je me Mais, sens pas mais c'est trop vrai qu'ils visé. ont souvent des fois il y a comme un peu ce cliché-là, tu sais. Puis justement, là, dans le roman que je m'apprête à écrire, là, il y en a un influenceur masculiniste là-dedans, là, puis je vais me faire plaisir avec lui, vous allez voir, tu sais. Mais quand je regardais, puis là, je regardais, OK, des exemples de modèles d'influenceurs masculinistes, là, à la Andrew Tate, tout ça, là, ils ont tout ce look-là. Rasé, grosse barbe de bûcheron, tout ça. Ouais. Puis j'ai dit, c'est vrai, je sais pas pourquoi il y a toute cette apparence-là. Est-ce que c'est associé comme bûcheron traditionnel ou je sais pas d'où ça vient. Et C'est pour ça que quelqu'un m'éclaire. Mais ils ont presque tout ce look-là. J'en vois très peu qu'ils seraient rasés un bertin en blond. Là. Ouais. Non, c'est comme ça fait tout. Mais c'est vrai que I guess c'est ça, la grosse barbe, c'est un symbole de la virilité, Ouais. là. Veux pas, mais tu sais, t'as quand même. Ouais, je sais pas. Tu parles quand même aussi de la communauté bear, que c'est d'autres mondes barbus qui sont pas des mâles toxiques, mais c'est des mâles Ouais. virils, par exemple. Ça, c'est vrai, tu sais. Ouais. Mais on dirait que, je sais pas, la barbe est pas pareille, dégage pas la même chose. Ma barbe est Je sais correcte. pas. Hein? Ouais, correct. Sinon, mais avant de conclure ça, j'aimerais ça aller sur ton prochain livre qui sort très, très, très bientôt. Ouais. Je sais que tu m'avais parlé d'un livre qui s'en venait, que ton personnage, c'était un humoriste. C'est-tu ce livre-là? Pas celui-là, non, OK. c'est dans celui-là que je vais écrire. Le prochain qui sort, le 11 février prochain, ça s'appelle La Maison Tatouage d'Encens. Là, on est dans de l'horreur qui est ancrée dans la science-fiction, celui-là, et il se passe dans un futur proche. Parce que, là, vous verrez, c'est que dans Poppy Play, euh, il y a des connexions, avec d'autres histoires que j'ai faites avec d'autres histoires à venir. OK. Dans la maison tatouage d'encens, il n'y a pas de connexion explicite parce que la maison tatouage d'encens se passe dans le Québec dans un futur proche, un peu. Puis, là, on parle beaucoup plus de. C'est que, en gros, c'est que ça parle d'une institution, d'un musée
si on veut, où on capte les rêves des gens pour en faire des œuvres d'art. Puis mon héros, tu sais, est un jeune homme de 20 ans, tu sais, d'ascendance turque, qui est gardien de sécurité, et qui la nuit doit patrouiller dans ce complexe-là, tu sais, lui et ses collègues, c'est s'assurer qu'il n'y a pas d'intrusion ou rien, tu sais. Et ils ont des règles à respecter pendant qu'on enregistre les rêves, tu sais, parce que il faut pas qu'eux s'endorment à l'extérieur de certaines zones, les installations qui sont en fonction puis qui retracent les rêves en direct, qu'on n'éteint pas pour certaines raisons logiques, tu sais. Il faut pas qu'ils se laissent hypnotiser par elles, tu sais, ou d'autres, donc, etc. S'ils font des insomnie chronique, il faut pas qu'ils travaillent là, justement. Puis, il y a toutes sortes de règles à respecter pour éviter de justement qu'eux se fassent comme capter par les rêves et une hallucination cauchemardesque. C'est ce qu'on leur dit au début. Mais un de mes personnages, justement, va se rendre compte que c'est peut-être que le monde des rêves n'est peut-être pas si réel qu'on croit, tu sais. Il va peut-être aussi entrer en contact avec autre chose, puis ramener quelque chose ou qui va le tourmenter, mais donc j'en dis pas plus un peu, OK. là, ça tourne autour de ça. Mais c'est un livre qui a un petit côté Clive Barker aussi, parce qu'on nous montre plein de créatures excentriques, tu sais, très queer aussi. Puis il est aussi question de masculinité toxique dans ce livre-là, même si je n'emploie pas le terme une seule fois, puis c'est volontaire, là, OK. ça parle de ça, mais peut-être pas d'une façon que les gens vont y penser. Là, et est-ce qu'il y a du bûcheron? Il y a des mâles alpha qui font des capsules là-dedans, mais je pense pas que je leur ai mis des barres. Je OK. pense que c'est plus là, les musclés découpés, plus douchebag peut-être, comme on dit. Donc, c'est très queer aussi, ça parle de masculinité toxique, mais je vous dirais que si je voulais teaser, là, prenez le film Inception, croisez-le avec le film Labyrinthe de Jim Henson, mettez un peu de monstre queer pas mal, un petit peu de Clive Barker, tout ça, là, puis ça peut vous donner une idée de quoi ça peut ressembler. Mais Un peu. Labyrinthe, c'est assez queer juste à cause de Ben David ouais, Bowie avec sa grosse poche qui danse. ben ouais, ça c'est. Quand tu le revois adulte, tu te dis, mon Dieu, il y a plein de petits côtés révérencieux là, dans ce film-là. Ouais. C'est un crise de bon film, par exemple. Ouais. Un film fantastique parfait, là. J'aime bien ce film-là. Ma mère m'a montré ça bien jeune, là. Elle est bien fan de Jim Henson. Elle fait des marionnettes Mhm. pour le fun chez OK. eux. Fait que... Mais fait que ton prochain livre, il est fini. Oui, La Maison Tatouage d'ensemble va sortir Il le sort, 11 février il sort prochain. 11 février. Ouais. Puis là, je m'apprête à écrire un autre livre. Donc, je OK. suis en train de finaliser le plan, là. C'est Fait que le. c'est le livre avec le personnage humoriste, il n'est pas écrit Non, encore. il n'est pas OK. écrit. Mais le plan est commencé. Le plan a commencé. En fait, pour être précis, c'est le livre dont je te parlais tantôt que j'avais commencé à écrire en 2019. Parce que je OK. voulais faire. Le titre de travail pour le moment, c'est Pandémonium. Puis moi, je le surnommais sur les réseaux sociaux mon opéra de l'horreur, là, parce que c'est un gros opéra, très horrifique, c'est au niveau des intrigues. Puis j'avais commencé à plancher dessus en 2019, puis là, après ça, la pandémie est arrivée, puis bon, j'ai essayé de creuser. Et c'est celui-là que, écoute, j'avais déjà terminé une première version, puis je me suis dit, ça ne marche pas, donc je l'ai tout flanqué au recyclage, puis j'ai recommencé. Ah ouais. Tu sais, oui, parce que j'arrivais pas, je focalisais sur ce qui n'était pas intéressant, tout ça. Puis là, depuis un an, dans un carnet, j'ai tout refondu l'intrigue. Je me suis dit, c'est quoi les éléments intéressants que je vais mettre de l'avant? C'était un méchant exercice de déconstruction, puis de mettre de côté les fausses pistes. Puis celui-là est particulier, ben, parce que je voulais faire quelque chose sur l'Halloween. OK. Parce qu'il y a des liens particuliers entre l'Halloween et la communauté LGBT aussi. L'Halloween a un côté queer, tu sais. Mhm. Et ça, c'était un truc que je voulais faire. Puis l'autre truc que je voulais faire en même temps, c'est que un des films de fantômes qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune, c'était Ghost Story, ou Le fantôme de Milburn. Ghost Story. Oui, c'est tiré d'un roman de Peter Straub, un roman qui est OK. très spécial. Peter Straub, qui était un grand ami de mon oncle Stephen King. Puis ils ont fait un film en 81, dont la particularité, c'est que c'est le dernier film que Fred Astaire a fait. Puis il avait comme réuni 4 vieux comédiens tu sais, de l'âge d'or d'Hollywood, tu sais, dans le même film. Puis c'est que ce que Ghost Story raconte, c'est que c'est les 4 notables d'une ville, tu sais, qui se réunissent toutes les semaines pour se raconter des histoires d'horreur. Puis c'est 4 vieux messieurs respectables, tout ça. Puis là, c'est qu'un fantôme qui revient les hanter. OK. Parce que ce qu'on voit, c'est que quand eux étaient jeunes dans les années 20, ils sont tombés amoureux de la même femme, tu sais, qui était jouée par Alice Krieger, celle qui a incarné la Reine Borg dans Star Trek, puis aussi la méchante Christabella dans Silent Hill, celle qui la faisait, elle était jeune à l'époque, tu sais. Puis donc, il était amoureux d'elle, puis une année, lors d'une chicane, ben, elle s'est assommée sur le manteau de la cheminée, tu sais. Donc, eux, ils ont cru qu'elle était morte, puis ils ont voulu cacher le cadavre, tu sais. Donc, ils l'ont mis dans une voiture, puis ils ont poussé la voiture dans le lac. Puis au moment où la voiture
s'enfonce, elle se réveille, elle n'est pas morte, mais la voiture coule, puis elle se noie, tu sais. Là, finalement, ils l'ont tuée. Mhm. Puis là, elle revient se venger, mais 80 ans après, là, ça m'avait donc marqué parce que J'ai pas vu ça, mais ça a l'air bon. c'est un film qui est intéressant à voir, qui a des longueurs. Le roman de Peter Straub est très spécial. Le film a des longueurs, mais il y a des scènes mémorables. Toute la scène de la voiture à elle seule, ça mérite qu'on se tape le film juste pour cette scène-là. Puis ce qui est drôle, c'est que quand j'ai fini la première version de Pandemonium, tu sais, puis moi, c'était mon hommage à ce film-là, puis un hommage au Ghost Story de Peter Straub, tu sais. Puis ben, mon chum m'arrive puis me dit, sais-tu, c'est qui la nouvelle invitée à la Comic-Con de Montréal cette année? Elle dit Alice Krieger. Elle vient là. Je dis, mais ils l'ont invitée pour l'arène board de Star Trek. Je dis, mais voyons, je viens de finir un roman que c'est mon hommage à ce maudit film-là qu'elle m'avait donc, mon Dieu, marqué dans la scène de la voiture, tout ça. Elle vient à Comic-Con. Donc, je suis allé la rencontrer avec le manuscrit. Elle est une femme mais remarquable. Là. Ah mon Dieu, là, quelle rencontre. J'ai parlé 2 fois, tu sais, puis elle m'a jasé un gros 5-10 minutes le dimanche, tu sais. Puis comme auteur, tout ça, puis vraiment, là, puis souhaiter bonne chance à l'écriture. Puis j'avais expliqué le contexte du roman, tout ça. Elle était flattée, tu sais. Ben oui, Donc, le livre lui est dédié d'ailleurs, va lui être dédié, là. tant mieux. Tant mieux. Tout ça, ben, pour ça, donc, c'est ce roman-là. Donc, c'est un peu. Ça parle de l'Halloween, la relation entre le milieu queer et l'Halloween, mais c'est une histoire de fantômes aussi en même temps, avec plein de créatures bizarres aussi, plein de personnages queer aussi. Un acteur noir queer, tu sais, qui s'occupe d'un organisme de soutien aux LGBT. J'ai un autre personnage qui est hétéro, tu sais, pour faire interagir avec tout ce monde-là, tu sais. Puis j'ai comme troisième personnage un jeune homme trans qui est humoriste. OK. Puis qui, lui, me donne, ben, me donne du fil à retordre un peu parce que Annie Maurice, il va falloir que j'écrive des jokes, là. Il va falloir que je te montre en train de faire un show, comment je fais ça, là. Donc, je me suis trouvé, j'ai pu compter sur les conseils de Maximève Gagnon, qui est une humoriste trans, Oui. qui m'a répondu à mes questions, puis qui m'a apporté quand même un ou deux éléments que j'ai dit, ah ouais, c'est intéressant, entre autres, je me disais, puisque mon personnage est un jeune homme trans, c'est ce qu'il va faire, quelle sorte de joke il peut faire, tout ça, tu sais. Puis c'est elle-même qui m'a dit, il est mieux de ne pas faire trop de jokes sur les réalités trans s'il va être compris, parce que des fois, c'est trop niché. Puis là, elle m'a dit, c'est le même problème avec les humoristes qui sont LGBT. Des fois, nous, comme personnes queer, on voit des jokes, pas qu'on comprend parce qu'on connaît les clichés, les stéréotypes du milieu. Mais un humoriste qui veut être compris de tout le monde, il va être obligé d'adapter d'une façon ou laisser tomber certains trucs. Puis elle m'a tout expliqué ça. Puis je dis, eh ben, ok, là, ça me donne des bonnes pistes pour l'étoffer. Sinon, j'aurais écrit des jokes qui n'auraient pas été plausibles. Mais il va falloir que je fasse ça. Puis c'est plus ça le défi avec ce roman-là. C'est, OK, les scènes où j'ai pas le choix de le montrer agir comme humoriste, mon personnage, là, il va falloir que j'imagine des trucs drôles. Là. Comment qu'on fait ça? C'est la surprise. La surprise. La recette d'une joke, c'est setup, prémisse, punch. Puis plus le punch est surprenant, plus le monde va rire fort. Voilà. Même chose qu'en horreur, hein? Ouais. Parce que l'horreur et l'humour ont beaucoup de points communs. Ben oui. Puis Ça, les comédies d'horreur, c'est. Mais c'est drôle. C'est parce qu'en horreur, on va faire ce qu'on appelle des infractions de réalité. C'est un petit exercice que je fais en atelier. On parle d'une situation normale, puis imaginez une infraction de réalité. Par exemple, un médecin dit, OK, ausculte un patient. Situation normale. Infraction de réalité, au lieu d'entendre un cœur, il entend une voix qui lui dit, laissez-moi sortir. Ça, par exemple, c'est une infraction de réalité. Là, est effrayante, mais l'humour, c'est la même chose. Hein? On arrive avec une situation, là, puis on arrive après ça avec un truc complètement du champ gauche, mais là, ça suscite l'humour. Mais si t'es libre vendredi prochain, mon set devrait t'inspirer. Okay. C'est très humour queer ce que j'ai préparé. Bon. Pas de pression. OK, ben tu m'enverras le lien, au moins je vais le partager. OK. Sinon, je pourrais te jaser pendant des heures. Si t'es cultivé, t'es intelligent, t'as de l'expérience de vie. Mais comme j'ai dit, si je t'offre ça trop longtemps, c'est après au montage que je me fais chier. Sinon, t'as-tu un mot de la fin? Un mot de la fin, mon Dieu. Qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce qu'il y a un sujet particulier sur lequel t'aimerais que j'ai un mot de la fin? Ou, Ben non. Je peux peut-être juste piquer encore un truc comme mon oncle Stephen King. Lisez des livres effrayants. C'est bien ça.
Puis C'est un les bon queer mot en de la plus, fin. c'est encore mieux. Ben oui. Il n'y en a pas gros. Non, il n'y en a pas gros. Mais il y en a plus qu'on pense, parce que c'est ça que tu viens de me faire réaliser avec Mary Shelley, puis... Mais il y en a beaucoup. Dans l'histoire universelle, à l'extérieur du Québec, oui, tu vas en trouver. Tu sais, que ce soit, mon Dieu, tu sais, Oscar Wilde ou Mary Shelley, ou bon, on parlait de James Whale, tu sais. Je te parlais de Vincent Price qui avait un petit côté queer, tu sais. Puis bon, il y a des essais intéressants là-dessus, même sur des fois les côtés queer, les métaphores queer dans les films d'horreur, là. C'est un sujet que j'explore continuellement, puis mon Dieu, il y en a du stock. Au Québec, ça demande encore à être construit. J'ai demandé, il y a un journaliste d'Urbania qui a fait un article là-dessus, puis j'ai demandé, mais qui fait de l'horreur queer au Québec, tu sais, puis il m'est arrivé avec deux possibilités, puis une qui n'était pas sûre, tu sais. Du côté américain, il y en a des Ouais. auteurs je trouve des articles, des compilations de jeunes auteurs queer qui font une horreur nouvelle. Malheureusement, ils ne sont pas traduits en français. Tu sais, ce qui est dommage. J'aimerais ça, ce serait fun que ce matériel-là se répande. Tu Donc, lis-tu en anglais? dans l'anglais, c'est parce que je lis beaucoup des fois de trucs techniques, tout ça. Ok, Quand c'est en lire de la fiction, c'est autre chose. On dirait que ça demande beaucoup plus d'énergie cognitive, tu ok. sais, tout ça. Donc ça, c'est un truc. Puis je suis pas quelqu'un qui a le don des langues. Là. Switcher d'une langue à l'autre, là, j'ai une inertie cérébrale. Là. C'est pas un don que j'ai reçu du tout. Même là, si maintenant, quand je lis un texte, là, j'ai pas de problème. Là. Mais tu sais, au Québec, tu sais, bon, il y a moi qui se dit auteur queer, tu sais, mais sinon, bon, tu vas avoir Yvan Godbout chez ADA, tu sais, qui est un auteur queer, tu sais, qui fait dans l'horreur. Chez à lire, tu avais François Lévesque, qui est critique au Devoir, qui a écrit des polars, mais aussi quelques romans, tu sais, plus horreur, tu sais, qui est une personne queer, puis qui aborde des aspects queer là-dessus, mais là, ça va faire un petit bout de temps qui se consacre plus au journalisme. Mais qui d'autre? Dans mes ateliers risques, j'ai des personnes queer qui veulent écrire de l'horreur, tu sais, donc qui ont du potentiel. Donc ça va être à surveiller. Mais, tu sais, je veux dire, ça rentre sur les doigts d'une C'est main. ça. Tu Mais sais, même l'horreur au Québec, tu sais, c'est pas comme aux États-Unis non plus. non, non. Mais sans même parler d'horreur queer, juste l'horreur au Québec. Tu sais, il n'y a pas grand film d'horreur québécois. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Non, tu sais, tu vas avoir Les Affamés, là, de Romain Aubert, là, qui Les était Affamés, il y a une couple de chose. films de Patrick Sénécal, puis t'as Saint-Martyr Martyr des des Damnés. Damnés. Hey. Puis le poil de la bête que tout le monde a oublié, Guillaume le Midi-Vierge. Ouais, peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles on l'a oublié. Parce que j'avais trouvé, je m'attendais à un film un petit peu comme Sleepy Hollow de Tim Burton, Mhm. dans l'ambiance, ça, puis je m'étais dit, s'ils font un truc avec, mon Dieu, la facture, là, vieux film de la Hammer, là, qu'il y a dans Sleepy Hollow, ça peut être génial, mais je trouvais que c'était à côté de la plaque, malgré qu'il y avait quelques comédiens T'as que, tous les meilleurs ah, acteurs du Québec dans ce film-là. mais aussi des humoristes, puis je Ouais. m'étais dit peut-être que j'ai l'impression que il y avait Ça un aurait bon pu être mieux sentiment, fait. ça aurait pu être mieux fait. Tu sais. Puis côté l'écrit, ce que je trouve, mais là je t'avertis, tu ouvres une boîte de Pandore si tu me passes sur la question, là, mais tu pourras peut-être garder ça ton montage aussi. Puis c'est que ce que je constate, c'est que l'horreur est très populaire au Québec, les gens en demandent. Mais on dirait qu'au niveau du milieu de l'édition, ça a pris beaucoup de temps. Patrick Sénécal, tu sais, il avait écrit une préface au recueil de nouvelles Horrificorama. Je pense que j'ai vu dans ta bibliothèque d'ailleurs ce Oui. recueil-là. Où, tu sais, il disait là, au début, quand tu as commencé à écrire de l'horreur, là, vers 1987, quand les éditions Alias sont apparues, tu sais, on lui disait, oh, ça pognera pas au Québec, tout ça. Tu sais. Le milieu littéraire, même des éditeurs avait comme le préjugé, ça pognera pas, on fait pas ça au Québec, tout ça. Mais c'est faux. Je dis, oui, on n'en fait pas parce que vous voulez pas en faire, mais le lectorat est au rendez-vous. Puis là, quand Patrick a fait une percée en montrant, ben non, on peut faire de l'horreur québécoise. Puis tu sais, elle était bonne. Je me souviens, là, de la lecture de Sur le seuil, c'était comme, enfin, on peut faire ça au Québec, puis ça marche, puis c'est Ouais. solide, puis c'est le fun. Là, ça a entraîné une percée, puis on a dit, ah, là, ça pogne. Là, on s'est mis à en publier. Mais tu sais, encore là, c'est Alia qui va publier de l'horreur. Bon, il y a ADA, il y a De Mortagne, puis Les éditions de l'Homme. édition de l'homme, des fois, avec certains trucs, puis Je des sais que fois, Simon Prête, j'avais fait un livre avec Charles Beauchesne qui était vraiment ça ouais. aussi. J'avais vraiment aimé ça. Là. Puis Simon est en train de travailler sur un roman d'horreur là, qui est en train d'achever pour les éditions de l'homme, tu sais, tout ça. Donc, c'est qu'on manque encore de ressources éditoriales pour l'horreur. Mm.
Et je pense que la capacité de ressources éditoriales est très petite comparée à la quantité de gens qui écrivent de l'horreur. Parce que dans l'horreur, quand on regarde sur Facebook, tout ça, les réseaux sociaux, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans l'autopublication. À cette heure avec Amazon, c'est facile Ben, à faire, c'est là. facile. Puis ils n'ont pas le choix d'y aller parce que Ils se font refuser ils partout. se font fuser, puis les maisons d'édition se font submerger, tout ça. Puis en plus, ben, le côté, il n'y a pas de ressources pour apprendre à faire de l'horreur de qualité. C'est pour ça que j'avais aussi fait un atelier en disant, c'est une façon de commencer par créer un réseau, un espace où on peut jaser écrou et boulon sur l'horreur. C'est parce que si les maisons d'édition ne le font pas, il faut même puis qu'il n'y a pas de milieu comme ça, mais comment apprendre à développer l'horreur, tu sais. L'autre problème qu'il y a aussi, c'est que dans une partie du milieu de l'imaginaire, il y a un paradigme au Québec qui est en vigueur, contre lequel je m'élève, tu sais, qu'on nous dit que l'horreur n'est pas un genre. Mais ce n'est qu'une émotion qu'on va retrouver dans la science-fiction, le fantastique, la fantasy et autres, tu sais. Puis il y a toutes sortes de raisons à l'existence de ce paradigme-là. Moi, je n'y adhère pas. Puis d'ailleurs, je vous dirais aux gens qui nous écoutent là, de surveiller, mais dans les prochains mois, à un moment donné, en tout cas, il y a une revue qui m'a commandé un essai sur la question, justement, où je montre en quoi ce paradigme-là ne fonctionne pas pour moi, puis j'essaie de proposer autre chose. Tu sais. Tout ça pour dire qu'il y a ce paradigme-là qui est en vigueur au Québec. Je pense que même puis en plus, dans le domaine littéraire, universitaire, tout ce qui est littérature de l'imaginaire, tout ça, je pense qu'on est en retard, honnêtement. C'est comme vu comme une paralittérature de un puis de deux. Quand je vois que dans les universités, on enseigne l'imaginaire en prenant des auteurs dépassés comme Todorov, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce Non. nom-là. C'est un monsieur qui, en 1970, a écrit quoi sur la littérature fantastique. Puis un essai que c'est encore enseigné dans les études littéraires au Québec. Mais écoute, ça a été fait dans les années 70. À l'époque, ça a été critiqué. J'ai lu le livre, puis je me dis, le monsieur est à côté de la plaque. Et c'est même avant qu'il y ait le gros boom de la littérature fantastique là, des années 80-90. C'était même avant que Stephen King commence à publier, tu sais. Mais c'est encore enseigné aujourd'hui, ces idées-là. C'est dépassé. C'est comme si dans un cours d'astrophysique, là, on arrivait avec le vieux géocentrisme, là, que la Terre est au centre de l'univers puis que le Soleil tourne autour, tu sais. Moi, c'est aberrant. Là. Je dis, il y a un problème au niveau de la communauté des analystes littéraires, tu sais, que mettez-vous à jour, arrêtez de dire que l'horreur n'est pas un genre en soi, c'est un genre qui a ses contraintes, c'est très différent des autres. T'sais. Puis ça, juste avoir cette évolution-là, ça pourrait aider. Parce que du côté anglo-saxon, c'est très respecté Ouais. l'horreur. Là. Et on en produit, puis ça Mais marche. Là. moi, je trouve qu'au Québec, c'est un problème, puis c'est pas juste en horreur, mais Non. moi, je suis un artiste assez hors Mhm. norme. Je fais de l'humour noir, j'écris de l'horreur, j'écris un jeu de société d'horreur, Mhm. puis je trouve les grosses boîtes, que ce soit l'humour, les compagnies d'édition de jeux ou les compagnies d'édition de livres, ils sont fermés. Ils sont fermés, tu sais. L'humour qu'on va propulser, c'est l'humour grand public. C'est ça au Mhm. Québec qu'on va propulser. Mais c'est pas vrai que le monde n'aime pas l'humour noir. C'est pas vrai que le monde n'aime pas l'humour grivois. C'est pas vrai que. Tu sais, même affaire, mon jeu de société, j'ai essayé de le pitcher à plusieurs compagnies d'édition, puis ils m'ont tous répondu à la même affaire. On veut produire des jeux familiales. Mais c'est pas vrai qu'il y a pas personne adulte qui aime les jeux de société d'horreur. Tu sais, il y a plein de jeux de société d'horreur qui viennent des Ouais. États-Unis, là. Il y a peut-être une frilosité des producteurs, je ne connais pas pour les jeux, mais c'est vrai que Feu Joël Champetier, là, qui aimait bien l'horreur, là, qui a écrit La peau blanche dont on a tiré un film, tu sais, il me disait c'est que le Québec, c'est vrai que c'est un petit marché, c'est la grosseur du Montana. Ouais. Alors c'est sûr que quand tu veux éditer, j'imagine, un jeu ou un truc d'horreur, tu sais, pour les États-Unis, là, tu as 50 États, tu sais, n'en déplaise à ce que l'autre Boswell nous dit, là, il y a 50 Ouais. États. Tu sais. Tu sais. Puis là, tu as tout ce marché-là. C'est pas juste le Montana, tandis que le Québec, c'est plus limité. Puis en plus, si après ça, tu vas aller du côté francophone, il reste la France. Puis la France, c'est bien Un jeu, documenté. ça se traduit Ouais, en ça se anglais, traduit là. aussi. Donc, peut-être qu'il y a des frilosités. Ils voient ça comme des marchés. Puis, je sais pas, les gens veulent aller avec les valeurs sûres. Ça serait à creuser. Mais ouais. Ouais. Mais pour l'imaginaire, en général, c'est un vieux problème. Là. Des fois, je me demande si c'est pas à cause, comment dire, tu sais, le côté francophone, c'est que le côté littéraire, artistique, c'est très teinté par la France. Mhm. Puis en France, ben, on a tendance à voir la littérature générale, puis le reste, c'est de la paralittérature. Du côté britannique, il n'y a pas de littérature générale, puis rien. Il y a la littérature, puis elle a 40, 50, 60 visages différents. Puis tu vas trouver autant, autrefois, tu trouvais autant H.G. Wells, puis Robert Louis Stevenson à côté de Charles Dickens.
On ne faisait pas ce genre de dichotomie-là, mais côté francophone, on est pogné avec ça. C'est repris des fois dans les écoles, dans les cégeps, dans les études littéraires, dans l'enseignement. Tu sais. Puis tu me fais penser à une autre idée là, aussi, c'est que un de mes amis, Mathieu R. Grenier, qui a produit un documentaire qui s'appelle L'inquiétante absence. Je ne sais pas si tu connais ça. Non. Non? Ça vaut la peine. Ils l'ont déjà passé à la fiction télé, mais sinon ça se trouve en DVD. Je pourrais t'envoyer le lien aussi. C'est sûr, pourquoi que le cinéma fantastique est absent du cinéma québécois? Tu en parlais tantôt, justement. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il est même allé interviewer jusqu'à David Cronenberg, tu sais, très sympathique monsieur, tu sais, puis qui disait que les premiers films de Cronenberg, au début, ont été faits au Québec. Rage, ça a été tourné à Montréal, à l'île des Sœurs, tu sais, on voit le métro de Montréal dans le film. Puis lui, il racontait bien comment, qu'à un moment donné, au début, après la Révolution tranquille, on faisait toutes sortes de films, tu sais, des films audacieux, les Valérie et compagnie, tu sais. Daniel Ouimet jouait dans des films fantastiques en Belgique aussi. Tu sais, il y avait une ouverture comme ça. Puis comme donné, lui, il expliquait qu'on dirait que l'école du documentaire a pris la place. Là, il fallait faire des films qui documentent la vie du Québec, du Québécois. Puis là, ça nous a amené vers le terroir puis des trucs comme ça. Tu sais, et tout ce qui était fantastique, aller vers l'avant, ça a comme été un petit peu écarté. Ce qui fait que là, les films fantastiques étaient plus marginaux. Tu sais, dans le ventre du dragon d'Yves Simoneau, là, tu sais, c'était rare. Là. Donc Ouais. là, je résume grossièrement, je dois dire plein d'approximations, il y a plein de faussetés dans mon résumé, là, tout ça. Mais écoutez ce documentaire-là, ça vaut la peine. Ça montre qu'on avait un potentiel au Québec pour faire de l'imaginaire et du fantastique au niveau cinéma. Puis comment que ça a comme été écarté par certaines façons de penser. Est-ce que ça venait de la France, cette façon de penser-là, ou je sais pas. Là. Ça m'étonnerait pas. Ça se peut. M'étonnerait pas. Ouais. T'sais, je veux dire, peut-être qu'il faudrait qu'on ait une indépendance par rapport à ça aussi. Ouais, moi, je suis un artiste indépendant. Je pense que c'est la meilleure façon, si tu veux pas te trahir, c'est de faire tes propres affaires, tu sais. Puis moi, c'est ça que je fais, là. Je produis ma propre soirée d'humour hors norme, BDSM queer, puis ça... Et tu trouves un public. Oui, c'est ça. Je Il y a un public réalise qu'il y a un public qui était pas représenté. Il y avait un marché, il y avait une demande qu'on savait pas qui existait, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, faut pas écouter quand on te refuse, puis on dit on veut juste faire des affaires grand public. Si c'est pas ça moi je veux faire, je vais pas me trahir pour réussir, tu sais, je serais pas heureux. Fait que... Ben ouais. Mais d'ailleurs, beaucoup d'autres, quelqu'un m'a dit autrefois, je dirais pas ma source, mais il y a certains auteurs qui font de la littérature générale d'abord, puis de l'autofiction, là, parce que c'était bien dans la boîte, parce qu'ils savent mais ils veulent faire de l'horreur, mais ils savent que leurs éditeurs ne voudront pas. Donc, ils passent par l'autofiction, par la littérature générale, puis après ça, ils pour commencent à s'établir. C'est un peu la méthode Beatles. La méthode Beatles, là. Puis après ça, avant de virer fucky, ils ont fait les bons petits gars. Exact. Puis une fois qu'ils deviennent importants, là, on sait que, mon Dieu, les Beatles, on réussirait à vendre leur facture d'épicerie, là. Si ça marche, ben là, on commence à leur permettre de faire d'autres choses. Ben, il y a certains auteurs, qui m'ont dit que c'était ça un petit peu la stratégie qu'ils faisaient. S'asseoir dans des maisons d'édition de littérature générale, puis une fois qu'ils ont 3, 4 livres, là, ils commencent à glisser un petit peu d'horreur dans leur truc progressivement, tu sais. Puis il y a quelque chose d'intéressant, mais de dommage en même temps, parce que j'ai l'impression que l'horreur que ça fait, c'est plus de la littérature générale et des éléments horrifiques que la vraie littérature d'horreur, tu sais. En tout cas, peut-être que, bon, après quelques autres livres, ça va vraiment être de l'horreur pure, là. Ça va voir, mais donc, même au Québec, donc, il y en a qui sont obligés de passer par ça. Mais surtout au Québec, Ouais. c'est ça. C'est ça que je me rends compte. Mais comme tu dis, c'est un petit milieu. Puis peut-être aussi, c'est pour ça que les producteurs, les éditeurs, ils veulent être accessibles à plus de monde possible. Parce que plus de monde possible dans un petit milieu, ça reste peut-être pas tant de monde que ça pour eux autres. Ils veulent un retour sur investissement. Ouais. C'était pour ça aussi que dès qu'on produit un film, Joël Champetier m'avait dit autrefois qu'il y avait un projet de film avec Daniel Roby, puis que je pense que c'était Reset, le voile de lumière, dont il avait fait un scénario, puis il a tiré finalement un roman, parce qu'il essayait de faire financer le film. Je crois qu'ils ont fait la tournée des producteurs, puis la question qui revenait souvent, c'est est-ce que vous avez une vedette en tête? Est-ce que vous avez une vedette en tête? Est-ce que vous avez une vedette en tête qui est intéressée? T'sais? C'était ça qui les préoccupait, parce qu'ils disaient si on a une vedette en tête, tout ça, ça va se vendre. Ça va se vendre. Donc, c'est ça qui préoccupait tout de suite les producteurs. Ouais, c'est comprenable, mais c'est contre-productif, contre... Voilà.
Ouais. Ben, c'est compréhensible. Puis des fois, on peut se dire, ben, ça peut peut-être limiter un peu la créativité. C'est Alfred Hitchcock, des fois, qui aimait ça, aller chercher des nouveaux acteurs pas, moins connus, tu sais, ou faire des trucs surprenants, tu sais. Puis, mais là, en cherchant toujours une vedette, on se prive de cette créativité-là aussi. Ah oui. C'est le même, côté américain, c'est le même problème. Hein. C'est tout un mot de la fin. Ouais, finalement, on est reparti sur une autre porte. C'est correct, j'aime ça. Mais on va s'arrêter, ça fait 1h40. Fait que ça fait un bon épisode bien rempli. Je pense que c'est bien intéressant. Tu pourras en couper un peu, là. Il y a sûrement des trucs plus plates. Bon, je vais voir à ça, mais moi, j'ai trouvé la conversation avec toi super intéressante. Fait que, Merci. merci d'être venu dans mon club vidéo, Ouais. peut-être prêté au jeu. Ton super club Vidéotron, là. Oh mon Dieu, même la... Le Grinch. Ok, Ça, c'est c'est cool. la section Jim Carrey. Jusqu'après, ben j'ai ouais. mis Courte Manche puis Chaplin pour compléter. J'ai même Ace Ventura, le masque, anti-bonhomme. Fait qu'en tout cas, merci beaucoup, Pierre. Merci, c'est moi qui te remercie. C'était vraiment intéressant. Pour vous autres, Chibarir à tous les derniers vendredis du mois, c'est la soirée d'humour la plus hors norme à Montréal, pour pas dire au Québec. Si t'aimes ça, rire un bon coup en même temps de te rincer l'œil en regardant du monde sexy se faire attacher, c'est la place au Club Le Tension à chaque dernier vendredi du mois. Yes, sûr.